La chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... What's up, guys? Vous êtes à la recherche d'un endroit avec une bonne ambiance et beaucoup d'entertainment? Le Golden Store d'Oka est l'endroit pour vous. Le dispensaire qui vous donne accès à un lounge sportif, resto-bar, showroom, section de machines à sous pour mes gamblers, ching-ching, et une plage donnant une vue incroyable de Kanesatake, Mohawk. Qui dit dispensaire dit grande variété de loud, vape, hash et plus encore. Question entertainment, vous n'allez pas être déçus. Des événements avec des performances d'artistes locaux et internationales. Des méga car shows mettant en vedette les plus belles voitures modifiées au Québec. 7 jours sur 7. Ambiance. Donc venez en grand nombre au Golden Store d'Oka. 850 rue Sainte-Philomène. Let's go! We back again. LCDA, de retour avec un autre épisode. Ce soir, si vous avez remarqué nos épisodes dernièrement, on est sur éduquer c'est vrai, notre ça. audience. Ben oui, C'est vrai, ça. Ces temps-ci, c'est ça qu'on fait, surtout notre communauté. On est, represent. Donc ce soir, encore une fois, on est là pour éduquer notre audience. Quand on sait qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ignorance dans cet aspect de la vie qui est les finances. Donc ce soir, on est là pour éduquer tout le monde. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Hein, what it do? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? On est là, mon gars, une autre semaine, un autre épisode, tu sais. Yes. Donc, notre invité ce soir, un homme qui a plus de 25 ans d'expérience dans la finance. Ça ne rajeunit pas, hein? Non. Même nous, on n'est pas nés hier. Ouais, exactement. Comme j'ai dit, un homme qui a plus de 25 ans d'expérience dans tous les aspects de la finance. C'est Wonflan, Non seulement un directeur exécutif de la compagnie Maximum, groupe financier. La compagnie Expérior. C'est ça que je voulais demander aussi, parce qu'il y a les deux, je suis pas sûr. Donc, Expérior, groupe financier. Donc, vous savez qu'on a un solide avec nous ce soir. Et notre invité est nul autre que Nicolas Dieu grand. Let's go. Merci. Gros nom de famille, là. Monsieur Grand. Ben oui. Ah ouais. Ben oui. Merci d'être venu, Nicolas. Merci d'être venu au podcast. Yes. Je sais que tu es un homme sûrement très occupé. Nous donner de ton temps, on apprécie. Oui, effectivement, aujourd'hui, là, c'est toute la semaine, de lundi jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est des journées vraiment à ne plus finir. Le téléphone, j'ai dû le recharger plusieurs fois parce que il devient chaud. Heureusement, j'ai des casques, mais... c'est ça. Surtout avec les vidéos TikTok, vous commencez à avoir plus de clients, là. Oui, bien sûr. Et parce qu'on a des activités aussi qui s'en viennent. Une grande activité qui s'en vient. Le 12, cette c'est semaine. ça? Ouais, c'est ça. Cette fin de semaine, mais un samedi. Ce samedi, on va avoir le CEO de la compagnie Expérior, M. Jamie Priquet, qui va être avec nous. Okay, nice. Et à l'hôtel Obifouz à 9h30. Donc, ça veut dire qu'on a du pain sur la planche pour préparer sa rentrée. Okay. C'est pourquoi on n'a vraiment pas de temps au bureau. Okay. Mais j'ai pu trouver du temps pour votre show, pareil, là, parce que j'ai entendu que vous faites de bonnes choses ici. Et puis, je suis partant de faire partie de ce show. J'espère. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous. Merci à l'auditoire. Les gens qui nous écoutent. Et donc, j'espère que ça va être une première, pas une dernière. Non, ça c'est sûr. T'as vu l'élocution? God damn! T'as vu le parler français? Ah ouais, il va falloir que
Ok, je sors le beau français là. Oui, get, man. Ok, parler de ma manière, mais non, là, on va bien discuter. Ok, tempo. Donc, avant qu'on va plus loin ce soir, j'ai une petite. On prend ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes on a perdu beaucoup de personnes. Puis cette personne-là que je veux donner toutes mes sympathies à sa famille, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma carrière de football et qui a eu un impact sur ma carrière de football quand je l'ai rencontré. Donc, je voudrais donner mes condoléances à toute la famille de Hamid Mahmoudi qui nous a quittés cette semaine. Et à son âme. Donc, Il n'y a pas son âme, for real. donc, je sais qu'il a marqué beaucoup de personnes dans son cheminement, que ça soit scolaire, que ça soit sa carrière sportive au football. Donc, je sais qu'il a marqué beaucoup de monde. Donc, je voulais prendre le temps de donner toutes mes sympathies à sa famille et mes condoléances. Merci beaucoup. R.I.P., man. R.I.P. Amin Mahmoudi. Donc, revenons à nos moutons. Bon, je calcule que aujourd'hui, on va rester tête claire, comme on dit. Et je calcule, il n'y aura pas de 50 chez Mofkri non plus. Yo, Donc- j'ai tellement le goût de lui poser. Le poser, on le Ouais. pose quand même. Est-ce qu'on lui pose la question quand même? Oui, au pire, il va nous dire non. hein. Ouais, c'est ça. Au pire, tu nous diras non. On a un petit segment qu'on aime, on aime faire nos invités participer. Le segment s'appelle 50 Shame of Grey. Ah oui, hein? Donc, Nicolas, tu auras 1 minute pour nous raconter une des fois. Je sais même pas comment. Le plus, dans notre langage à nous, le plus débaba. Le plus, ouais, ok, on va dire dans ton langage, sous ta fière. Une des fois que tu peux te rappeler, que tu peux nous raconter. Quelque chose de drôle. Ouais. Une des fois. Oh my God, quelque chose de drôle. Ah. Comme j'ai dit. Quelque chose de drôle, une des fois de mon côté. Hein. Ouais. Peut-être pas de mon côté. Je peux vous donner une blague, par exemple, même si ce n'est pas de mon côté. Hein. Qui a rapport avec quelqu'un qui était sourd ou bien? Il était, bon, oui, évidemment, il était sourd. Il était Ok. sourd, justement. Ok, Mais vas-y. lui, il était à Pétionville. C'est un gars qui poussait un cabouet. Ok. Il venait de prendre quelques tafias, là, quelques gouttes de tafia. Puis il traversait la rue, il n'a pas vu venir une voiture. Il y a un gars qui vient à peine de sortir sa voiture toute neuve. Puis il a accroché la voiture du gars. Boum! Puis le gars est sorti. Oh my God, t'as accroché ma voiture avec ton cabouet. Et puis il y a un gars qui passait sur le trottoir, il a dit, c'est vrai, tu vois, ils sont des jaloux. Parce que tu viens à peine d'avoir sa voiture toute neuve, là, c'est pourquoi il a frappé sa voiture. Il est jaloux. Et puis le gars du cabouet, il dit, patron, donne-moi 1 minute, je vais lui parler. Il a dit, viens, je vais te parler. Lui, là, il est un propriétaire de voiture. Moi, je suis un propriétaire de cabouet. De quel droit tu rentres dans l'affaire des propriétaires? Ok. Comme ça, l'histoire finie. Bon, dis-le-moi. Mais oui, c'est propriétaire là qui se parle là. Laissez les propriétaires se parler là. Mais toi là, de quel droit tu rentres dans l'affaire de propriétaire là? Un propriétaire de cabouet, propriétaire de voiture. Ok, bon sorry. Oh boy. J'ai mal au ventre. Ça, c'est comme si dans notre génération, ça faisait it's a A and B conversation. You can see the way out of it. Ça serait un petit bail comme ça. Bon, merci Nicolas de toi. De ta petite story, anecdote pour nous. Yes, Let's go. Yo, Propriétaire. les Haïtiens ont toujours les meilleures stories. Je veux rien savoir. Ah ouais. Même si, en tout cas. Donc, passons aux choses sérieuses. Nous sommes là pour Nicolas Dugrand. Et aujourd'hui, il va vous éduquer. Mais avant qu'on passe à l'éducation financière, on va faire un petit background de M. Dugrand. Donc, comme on parlait off-cam, non seulement que vous êtes dans les finances, mais plutôt dans votre jeune âge, vous étiez je ne vais pas dire un acteur, mais vous participiez à des pièces de théâtre. Oui, bien sûr. Hein, et je participais et j'écrivais aussi des pièces de théâtre. OK. Parce que comme moi, j'ai fait mes 4 années universitaires, mes 4 premières années universitaires après secondaire,
Moi, j'ai fait mes études à lycée Pétion, vagabond lycée Pétion. C'est quelqu'un qui passe dans le lycée Pétion là, excuse-moi, là, mais on dit toujours les gars de lycée Pétion, c'est des bandits, là, sont des vagabonds. OK. Ouais, j'étais à lycée Pétion sur l'époque de Siméon, qui était directeur. Et puis, après ma philosophie, ben, finalement, je voulais entrer à l'académie militaire, mais bref histoire, on peut raconter une autre fois, mais je ne l'ai pas fait. Là, c'est pourquoi quand je suis arrivé tantôt, on m'avait dit asseyez-vous. J'ai dit non, j'aurais dû être militaire, là, vous en faites pas, j'aime ça rester debout. Garde à vous. Garde à vous. OK. Donc je suis entré, j'ai fait mes 4 premières années à ENAT. Et avec c'est Michel Philippe Léobourg qui était directeur, Madame Emerald de Bradine-Mort, c'était l'un de mes professeurs, et professeur d'expression corporelle. Puis après, je suis devenu professeur de lettres. J'ai enseigné presque tout ce qui était... Professeur de lettres? Professeur de lettres, oui, mais oui. De lettres? J'ai enseigné presque tout ce qui était français, là, comme littérature française, sciences sociales. OK. Ouais, littérature française, sciences sociales, pièces classiques, analyse littéraire, tout ce qui était lettres, de secondaire 1 jusqu'à secondaire 4. Ça, c'était en Haïti toujours. Jusqu'à secondaire 3. En Haïti toujours. En Haïti. OK. Les 4 premières années secondaires. OK. Et puis, après, j'ai fait aussi l'université de Port-au-Prince. Et je suis allé là, j'ai fait la gestion. Et puis, je suis entré ici. En quelle année? Puis, je suis entré. En quelle Je suis année? entré ici, là. Oh my God. C'est trop long, là, j'ai pas envie de dire. Bon, c'est correct. Oh my God, depuis les années 97, je suis ici. Non, pas vrai, 93. OK. Je pensais que c'était c'est pire, là. 93. Je suis là depuis 93, mars. Je m'en souviens, le 10 mars 93. Je m'en souviens très bien parce que quand je suis arrivé ici, là, le 10, 11, 12, 13, le 13, il y avait une tempête de neige 42 cm. On dirait que l'hiver était parti, mais il est revenu pour me dire bon, bye bye, de quitter ce pays-là. Et je vous dis, là, je voulais retourner. Hein. Est-ce que tu as donné le oui fou? Non, mais c'est la première fois que j'ai entendu des choses que j'ai jamais entendues chez moi parce que j'étais à l'intérieur et puis je vois quelqu'un qui était en train de pelleter de la neige, mais on ne voyait aucune voiture, là, c'était 42 cm, là, on ne voyait aucune voiture. Le gars, là, était en train j'étais sur Stuart, sur la rue Park, à Parc Extension. Le gars, il a passé près de 2 heures de temps à pelleter de la neige. Puis après, ça va finir de pelleter de la neige. Maintenant, il commence à enlever de la neige sur sa voiture. Et puis sa voiture était une voiture rouge. Et puis c'était une voiture blanche. J'ai entendu tabarnak, ici, ouais. Il a pelleté la mauvaise auto. Oh, man. Puis ça, c'est la première fois que vous voyez. C'est la première fois que vous voyez de la neige? Oui, c'est la première fois que je voyais la neige. Ouais. C'est la première fois que je voyais la neige. C'est la première fois que j'ai vu aussi des plantes dénudées. Là, j'ai jamais vu ça chez moi. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit pourquoi on m'a demandé de venir dans un pays où, dans un pays désert comme ça, là, il n'y a aucune feuille dans les arbres. On m'a dit non. Les feuilles sont tombées en automne, là, ça va repousser en hiver. J'ai jamais compris pourquoi les Haïtiens sont venus au Québec. Parce que, majoritairement du temps, il y a toujours eu beaucoup de personnes qui immigraient à Miami. Oui, là au moins on comprend parce que c'est soleil pour soleil. Exact. Souvent, comme j'ai déjà posé la question à ma mère. Moi, je pense plus c'est la langue. Mais c'est ça que ma mère m'a dit aussi, mais still. C'est déjà... Bon. Le monde n'aime pas ça, trop parler l'anglais marron. Aïe, oh. Ils disent déjà blackout. Ça va continuer. C'est une affaire, je pense que c'est plus une affaire d'habitude et puis ils voulaient être confortables. C'est ça. Je pense que c'est plus ça. Bref, quand je suis arrivé ici, j'ai continué l'éducation. J'ai travaillé 2 ans avec l'Association des enseignants haïtiens du Québec, la EHQ, qui était aussi à la du Champagneux, à Parc. Tes diplômes n'étaient pas reconnus ici, hein? Mes diplômes n'étaient pas reconnus, mais j'ai pu trouver quand même un travail dans mon domaine parce que je suis tellement perspicace. Je pousse sérieusement. Et puis, je me disais que quand je suis arrivé ici, le salaire minimum était à 5 piastres. J'ai dit, si à 5 piastres, je retourne chez moi. Ouais. Déjà, chez moi, je suis payé à $7 quand même. Et puis, l'argent canadien, haïtien, là, c'était pas mal, assez élevé. Oh, ouais. Oui, puis je me suis dit, si je ne trouve pas un travail qui commence à minimum 10 chiffres, là, au moins $10 de l'heure, je reste pas, je retourne chez moi. T'es une des rares, pas rare, mais
beaucoup d'histoires que j'entends justement de personnes qui sont sorties d'Haïti, qui sont rentrées ici, qui avaient des gros diplômes comptables, ingénieurs, whatever, puis leurs diplômes n'étaient pas reconnus. Puis c'était difficile pour eux non seulement de trouver une job, mais pour aller à l'école. Moi, c'est là que j'ai vu c'est là que j'ai compris qu'il y a eu un gros phénomène d'hommes haïtiens qui étaient chauffeurs de taxi à cause de ça. Parce que probablement, il y en a qui vivaient beaucoup de racisme dans les manufactures, dans les entrepôts. So là, boum, OK, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Le taxi, au moins, je suis à mon compte, fuck it. Ouais. Puis, so, t'es une des personnes. Mais je vous dis qu'en réalité, c'est pas une question d'haïtien. Hein. J'ai rencontré, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais dans un club de recherche d'emploi sur la rue Saint-Denis. Puis, j'ai rencontré un monsieur, il était médecin chez lui, un Algérien. Et puis, quand je lui ai dit, j'ai trouvé un travail, il m'a dit, ah, t'as trouvé un travail où? J'ai dit, ben, j'ai trouvé un travail quasiment dans mon domaine, là, à l'AEHQ. Il m'a dit, oh, mais trouve-moi quelque chose. J'ai dit, mais dans quel domaine vous cherchez? Il m'a dit, mon cher, dans n'importe quoi. Même s'il fallait laver les assiettes, là, parce que là, j'ai mon enfant, j'ai ma femme et mes 3 enfants à nourrir, là. J'ai dit, mais vous êtes médecin? Il m'a dit, voilà, il n'y a pas une question de médecin ici, là. Il faut payer les billes, là, il faut mettre la nourriture sur la table, là, et puis on est obligé de faire n'importe quoi. Et puis ils arrivent ici au Canada, des gens qui sont médecins, qui sont avocats de chez eux. Mais peu importe qu'ils soient haïtiens ou algériens ou d'autres nationalités, là, ils recommencent, hein, et puis ils font n'importe quoi. Et en attendant de retourner à l'école pour essayer de faire valoir leur permis, leur licence. Là. Mais, comme tu as dit, c'est vraiment, au début, c'est sûr, c'est tous les immigrants, beaucoup d'immigrants qui avaient le problème avec quand ils avaient leur diplôme chez eux, dans leur pays, puis ils venaient ici. Mais comme Gardilac disait, je trouve que les Haïtiens sont plus allés vers la manufacture puis les taxis comparé aux autres. En même temps, on dit ça parce que c'est ça qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Je peux pas parler pour les Algériens, les Marocains qui étaient là, comme je ne le sais pas. C'est sûr que j'en voyais, mais pour moi, ce que je voyais plus souvent, c'était les Haïtiens. Ouais. C'est ça. Mais en réalité, c'est une question de... Ça dépend d'où est-ce que vous tombez aussi. Vous savez, on dit que l'homme est le produit de son milieu. Dis-moi ce que tu fréquentes, je vais dire qui tu es. La plupart du temps, les gens, ils tombent chez les gens, c'est d'autres personnes qui ne connaissent pas mieux qu'eux. Ils ne connaissent pas le pays. Ils ne connaissent pas le pays et puis ils sont déjà dans la manufacture. Donc, si je suis dans la manufacture, tu viens de descendre chez moi pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Où est-ce que je vais t'emmener pour ta première job? Manufacture. Ouais. Voilà. Make sense. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Puis, donc, la première job que vous avez vue finalement à $10, c'était quoi? J'ai travaillé avec la IHQ, justement. C'était une job, un programme du gouvernement dans la préparation des matériels des cours de rattrapage, secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Ben, français et maths, parce que vous savez, quand on fait la section C en Haïti, on est bon. Section C, ça veut dire que c'est une section, on est universelle. On est bon et en français et en mathématiques. OK. Donc, d'où la raison pour laquelle c'était pas difficile pour moi de traverser aussi de français à finance. OK. C'est ça. Et c'est quoi qui vous a fait exactement aller dans la finance après ça? Bon, la finance, c'est une autre histoire. C'est un gars qui m'avait fait trouver une job à Cantel. Et puis, un beau jour, il est venu. J'ai passé 3-4 mois, je ne l'ai pas vu. Un jour, je l'ai vu. Je lui ai dit, pourquoi je ne te vois pas? Il m'a dit, là, maintenant, je suis dans les assurances. J'ai dit, comment ça, tu fais dans les assurances? Il m'a dit, là, c'est beaucoup mieux, je fais plus d'argent et j'ai mon équipe, c'est très excitant. Et là, j'y ai pensé, mais ça ne m'intéressait pas tout à fait jusqu'au jour où je me cherchais quelque chose à faire qui pouvait être plus rapide que juste de retourner à l'école, aller passer 2, 3, 4 ans à l'université. Donc, si je prends le cours de PQAP, Programme de qualification d'assurance des personnes, c'est quelque chose qui dure pour être moins qu'un mois ou 1 mois et demi, 2 mois. Je vais faire quelque chose de rapide, court-circuité. Okay. Étant donné que ça donne quand même un bon titre, là, quand même, je vais être quand même un financial advisor. Je dis, c'est pas pire, là. Et puis on étudie moins, on a un bon titre, et puis ça donne de l'argent. Je dis, OK, pourquoi pas? Donc, on étudie moins, on n'a pas beaucoup de temps à mettre. Et j'avais une famille à nourrir, je n'ai pas le temps d'aller passer 3, 4, 5 ans à étudier encore. Puis ça donne quand même un bon titre. Et puis
la limite d'argent que tu peux faire, c'est ils up to you, là, sky is your limit. Exact. Donc la compagnie, c'est pas comme si tu travailles à une place où on te dit, ben, ton salaire c'est 50 000 ou bien 100 000. Puis tu peux pas te lever demain pour dire au patron, écoute là, et moi je suis à 100 000 là, et puis j'aimerais que l'année prochaine là, tu me mettes à 150 000. On va te dire, prends la porte. Ou bien on appelle la police pour te mettre dehors parce qu'il paraît que. Ou bien ta tête est partie, là, on va appeler quelqu'un pour te faire fermer là, à lui pour dire la fontaine. Parce que tu peux pas passer 100 000 à 150 000 one shot comme ça. Mais en finance, là, quand tu es ton propre patron, Exact. the sky is your limit. Je confirme. C'est toi qui décides. Je confirme. C'est mon domaine aussi. C'est ça, voilà. Ah, ouais, j'adore. Le domaine de l'assurance, j'adore. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ah, vous êtes dans l'assurance aussi? Oui. Ah, voilà. Là, je suis en arrêt de travail, là, Ok. mais... Ouais, je suis en travail avec... Burnout? Non. Tu sais déjà c'est quoi le problème. Mais oui, Comme courtier ou bien avec une compagnie attachée? compagnie attachée. Attachée? Donc, moi, je travaille plus pour l'assurance collective OK. avec Industriel Alliance. Oh, je vois. Ouais. Ok. Fait que... Ah, on doit se parler après. Ben oui. On doit se parler après. On va se parler après parce Oui, que j'ai bien d'autres sûr. choses à vous parler aussi. OK. OK. Donc, là, vous êtes... Ok, Hollywood est en train de passer une entrevue. Tout à l'heure, je vois vous. Parce que moi, là, je suis en plein recrutement. Exactement, Là, ça, mon Dieu, là. j'ai vu ça, mais Ça. aussi, il y a quelque chose d'autre que j'ai vu qui était intéressant OK. parce que j'ai vu que vous étiez en expansion vers l'international. Exactement. Fait que moi, justement, je travaille, OK. je suis collaborateur avec une autre compagnie où il y a des affaires internationales qui se passent. Donc, on en parlera après. On va en parler. Là, aujourd'hui, on est là parler. pour M. Nicolas C'est Dugrand. ça. OK. On va rentrer dans cet aspect-là. OK. Donc, en rentrant dans les finances, là, vous dites que c'est quelque chose qui était plus lucratif pour vous. Oui. Attends, mais c'est finance avant ou bien c'était assurance? Assurance. Assurance et services financiers. Quand Ouais, on dit, c'est là, Ça quand va, on est, main dans la main, genre. quand tu deviens un financial advisor, un conseiller en sécurité financière, c'est comme ça l'AMF, Exact. l'autorité de marché financier veut qu'on nous appelle, là, le conseiller en sécurité financière. Donc là, tu peux faire tout ce qui est assurance, vie, invalidité, maladie grave, assurance hypothécaire, assurance salaire, assurance voyage, assurance accident, etc. Donc on fait aussi des placements comme les RIER, CELI, CELIA, plan d'épargne, plan d'études, plan de retraite. Donc finalement, on fait tout ce que les banques font et tout ce que les banques ne font pas. Facts. Ouais, Facts. c'est ça. Je sais que Ils sont... Moi, j'ai une question générale. Avec votre expérience dans le domaine d'assurance et dans la finance, est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a autant d'ignorance à l'extérieur? Pourquoi le monde ne connaît pas plus? Parce que moi, en étant en assurance, avec les clients que j'ai rencontrés, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît vraiment pas ce domaine-là. Est-ce que tu peux... Puis pourtant, moi, je dis toujours, c'est quelque chose qui aurait dû être appris à l'école. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'y a pas plus d'emphase sur ce domaine-là? Finalement, je vais vous dire, c'est l'un des problèmes qui se trouve dans ce pays-là. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive à l'âge de la retraite, il y a une statistique, je vais vous parler un petit peu du statistique. Les gens qui arrivent à la retraite à 65 ans, par exemple, on dit qu'il y a 54% de ces gens-là qui sont dépendants de la famille, des amis, du gouvernement, de la CHSLD. Oui, CHSLD. D'accord. CHSLD. Donc, ce sont des gens qui sont dépendants, 54%. Donc, c'est plus que la moitié de la population. Il y a 36% qui peuvent ne jamais cesser de travailler. Ils continuent à travailler au-delà de 65 ans. Wow. Et je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, mais moi, je les ai rencontrés. Une fois, je suis entré ma femme et moi, on avait rendez-vous à la Banque nationale qui se trouve sur Jarry et l'Angelier. Puis on était arrivé trop tôt et j'ai traversé la rue pour aller acheter un café au McDonald's. J'ai trouvé une petite madame qui arrive, on voit qu'elle est sous le poids de l'âge. Puis j'ai dit, 2 moyens café, 2 sucres de crème et puis un muffin aux fruits et fibres. La madame me regarde, j'ai dit, elle n'a pas compris. J'ai dit, madame, 2 moyens café, 2 sucres de crème et puis 2 muffins aux fruits et fibres, chauffez s'il vous plaît. La madame est partie, elle est retournée avec mes 2 cafés, 2 sucres de crème, mais les muffins ne sont pas chauffés. Oh my God. Je dis, madame, les muffins ne sont pas chauffés s'il vous plaît. Oh, excusez. Elle est retournée, elle est partie, elle est revenue avec
Maintenant, 4 sucres, 4 crèmes. Et mais mon film de test, toujours pas chauffé. Oh boy. J'avais pitié pour elle, j'ai regardé, j'ai dit, my God, hein, elle doit avoir 75 ans. Ça veut dire que, juste pour vous dire, le statistique est vrai, 36% des gens arrivent à la retraite, ils continuent à travailler pour être capables de coller les deux bouts parce que ce que le gouvernement leur donne pour vivre là, ils sont pas capables de vivre. Puis en plus, je vois plusieurs fois aussi que maintenant le gouvernement coupe facilement leur Mais oui. budget. Mais Je oui. comprends même pas. Mais en tout Non, cas. mais non, c'est l'argent qu'ils trouvent là, ils peuvent même pas payer un toit et demi pour vivre. Je sais pas comment les gens qui arrivent à la retraite arrivent à payer un appartement, ils peuvent Et pas. moi, mon père, il continue à work. Continue à rouler. Ouais, il continue à rouler? travailler. Mais c'est ça fait partie des 36%. Mais il m'a dit, lui, là, c'est à cause que ma mère parle trop. Yo, la mère parle trop, elle a dit m'bakabab. Le gars, mon gars, est en train de travail skills. Non, Ok. moi, tu vois, c'est pour ça que aussi je suis plus éduqué sur tout ce qui est la ça. finance parce Ouais. que ma mère, elle a compris ça. Ouais. Ça fait longtemps, tu vois. Oh, longtemps. Ma mère est retraitée, ça fait un bout là déjà. Ça fait 10 ans et plus là. Pour continuer les statistiques, là, il y a 5% des gens qui n'arrivent pas à la retraite, ils sont décédés. Ils n'arrivent pas à la retraite. Et moi, j'ai une cousine à moi, là, qui ça fait 3 mois qu'elle est décédée elle a passé tout son temps à travailler comme infirmière et puis elle est décédée à 63 ans. Mais elle n'a même pas eu le temps de demander la retraite. Oh, Ça fait partie des 5%. Et il y a 4% des gens qui arrivent à la retraite avec plus ou moins $1 million qui sont capables de passer à travers la retraite plus ou moins confortable. Il y a seulement 1% de la population qui est riche avec environ 4 à 5 millions de dollars. Ces gens, ils peuvent travailler, voyager quand ils veulent, aller descendre dans les grands hôtels, dans les grands restaurants. Donc, ça fait 100%. Donc, pourquoi tout ça arrive? Parce que tout simplement, les gens n'ont pas d'éducation financière. Ils n'ont pas de coach financier. Ils n'ont pas de plan financier. Ils n'ont pas d'éducation financière, pas de plan financier, pas de coach, pas de coach financier. Quand je vous dis qu'ils n'ont pas d'éducation financière, je vais vous donner juste une petite histoire, vous allez comprendre. Est-ce que ces gens, c'est parce qu'ils n'ont pas investi? Oui, la banque leur dit qu'il faut investir leur argent. Amenez votre argent, on va l'investir pour vous. Mais dites-moi, je vais vous dire quelque chose là. Vous allez être surpris que la banque n'est pas là pour vous faire de l'argent. Ah, ça, c'est sûr et certain. C'est pas à la banque que vous allez faire de l'argent. Exemple, quelqu'un a 47 ans, il arrive à la banque avec $10 000. Il vient placer cet argent et il dit c'est pour ma retraite. Le banquier lui a convaincu qu'il faut mettre placer votre argent à 4%. Et pour 4%, vous allez être sécure, vous n'allez perdre jamais un cent de votre argent. À la retraite, je vais vous donner $40 000. Est-ce que c'est un bon montant, $40 000 à la retraite? De 10 000 à 40 000. Il y a des gens qui sont contents, ils disent, ouh, 3 fois, 4 fois plus mon argent. Ça passe de 10 000 à 40 000, c'est beaucoup. Mais en réalité, je vais vous dire quelque chose. Il y a M. Albert Einstein qui a fait une règle qui s'appelle la règle 72. La règle 72 dit dans combien de temps votre argent va diminuer, va doubler. C'est en fonction du taux d'intérêt que vous avez. Donc, si on fait 72, divisé par 4% qu'on donne à ce monsieur-là, 72 divisé par 4, rapidement, qui a la réponse? Shit. 72 divisé par 4. Si c'était divisé par 2, c'est 36. 36 divisé par 2, ça fait quoi? 36 par 2, ça fait 18. OK, d'accord. Donc, ça veut dire que il faut faire le calcul mental rapide. Yo, ça fait. Yo, t'as tellement parlé vite. Vous n'êtes pas bon, On dit juste comme wow. Vous n'êtes Là. pas bon dans le Je suis en train calcul d'écouter, mental. mais là, tu fais oh. Il m'a ramené à l'école primaire pour qu'on faisait les quiz rapides, là. Moi, il m'a ramené dans le temps du bâton. J'ai entendu ça, je dis oui, yo, ça c'est la mec qui parle. Bâton. Donc, qu'est-ce qui arrive là? Regarde. Donc, ça veut dire que 72 divisé par 4, ça donne 18. Ça veut dire que le $10 000 attend 18 ans pour passer de 10 000 à 20 000. 72 divisé par 4. Ça, c'est Albert Einstein qui vient avec la règle 72. Maintenant, le 20 000 va prendre encore un autre 18 ans pour arriver à 40 000. Donc, arriver à l'âge de 65 ans, le gars, il arrive à la banque dit, on a bien travaillé votre argent comme c'était promis, voici votre 40 000. Qu'est-ce que la banque a fait avec votre argent? La banque prend votre argent et il se tourne de bord, il dit, vous n'avez pas le droit d'être agressif sur le marché, c'est pas bon pour vous. Moi, j'ai le droit d'être agressif. Ouais. Il est allé, il place cet argent à 12%. 72 divisé par 12, ça donne quoi? 6. 6. OK.
D'accord. Proche, c'était proche. OK. Donc, ça veut dire que... Cela veut dire que pour la banque, ton 10 000 $ double chaque 6 ans. Oh, wow. Arrivé à l'âge de la retraite, quand le gars il est venu chercher son 10 000 $, qui devient 40 000, vous savez combien cet argent est arrivé? 640 000. La banque donne 40 000 à ce gars et il garde 600 000. Et ça, c'est avec notre argent qu'ils font de l'argent. Ça, je sais déjà. Là. Évidemment. Donc, dites-vous qu'il y a des gens qui disent, moi, du cul, là, mon argent, c'est à la banque qui va le mettre. Mon argent, c'est à la banque qui va le mettre. Moi, je vous dis, si vous écoutez ce rubrique-là, trouvez un conseiller financier ou bien appelez un conseiller financier. Appelez-moi, par exemple. Non, c'est ça que j'allais dire. Il faut dire appelez-moi. OK. Donc, on va vous faire on va vous faire une bonne analyse de besoins. On va regarder votre profil investisseur. Parce que la banque ne fait pas de profil investisseur. On prend votre argent, on le place. Nous, on calcule votre profil investisseur à partir des questions qu'on va vous poser. Là, à partir de ces questions, on va savoir est-ce que vous êtes prudent, agressif, de quel profil vous êtes, et on va placer votre argent en fonction de votre profil. On est capable d'aller chercher beaucoup plus d'argent pour vous que la banque. Donc, c'est une question d'éducation financière et de coach financier. Ouais. Donc, ça prend un coach. Ça prend un coach pour vous aider à bien gérer votre argent. Donc, vous allez arriver à la retraite et vous allez avoir beaucoup d'argent. Regarde, le gars, il a été avec 10 000, qui a donné 640 000. S'il avait été avec 20 000, OK, mais attends une minute. Un gars, comme tu as dit, de 47 ans, là, OK? Ouais. Qui a 10 000. Mm-hmm. C'est quel type de portefeuille, toi, tu leur as offert? Bien entendu, c'est en fonction de son profil d'investisseur. Oui, mais... Est-ce que vous connaissez votre profil d'investisseur? Moi non plus. OK, c'est vraiment... Il n'y a personne. Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire par profil investisseur? Profil d'investisseur, ça veut dire que c'est des questions que je vais vous poser en fonction de votre vie, de votre... OK. Dans combien de temps vous comptez sortir cet argent? Vous comprenez? Est-ce que vous êtes quelqu'un, si je viens demain, je vous dis dans les 10 000 $ que vous avez placé, et vous venez de perdre un 10 $, est-ce que vous allez avoir le picotement là et vous me dites, enlevez-moi mon argent là? Est-ce que vous êtes quelqu'un comme ça ou bien ça vous dit rien, vous dites, OK, pas de problème là, j'en ai pas besoin pour l'instant là, laissez l'argent grandir. Ça, c'est moi, ça dépend. C'est mon profil. Exactement. Donc, plus on pose de questions, plus on va essayer de comprendre avec qui on a affaire. Donc, c'est là, quand j'envoie votre argent à la compagnie, si j'envoie pas de profil investisseur, on ne le reçoit pas parce qu'on ne sait pas avec quel client on a affaire, où est-ce qu'on va placer cet argent pour ne pas avoir de problème. Parce que le profil investisseur, vous allez le signer. Hein? Oh ouais. Quand on va finir de poser les questions, vous dites, je vous lis, voici les questions que vous m'avez répondu. Ça me donne tel point. Ce point-là correspond à tel profil. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord que vous signez? Okay. Moi, ma question, c'est... quelqu'un de 47 ans, c'est moins pire, mais allons comme exemple, nos parents. Est-ce que la raison qu'ils allaient vers la banque, c'est parce qu'ils ne savaient justement pas qu'il y avait quelqu'un comme toi qui pouvait les aider? Ou il y avait juste dans ce temps-là personne de ce titre-là, mais peut-être... Justement, j'ai dit ça à quelqu'un la fois dernière, la génération qui vient d'arriver au Canada aujourd'hui, là, ils sont chanceux. Okay. Parce qu'on a tellement de conseillers financiers. Puis tu as accès à l'information beaucoup plus facilement. Tu as accès à l'information beaucoup plus facilement. Et puis, il y a beaucoup de conseillers financiers qui vous frappent la porte. Ce n'est pas vous qui les appelez, ils vous frappent à la porte, ils viennent vous offrir le service. Mais nos parents, autrefois, quand ils viennent ici, là, il n'y avait pas beaucoup de personnes, là, beaucoup de gens qui étaient dans la finance, qui pouvaient les aider, qui pouvaient ouvrir leurs yeux pour leur montrer comment investir leur argent et qu'est-ce qu'il faut faire avec leur argent. Puis, ils avaient... Écoute, je peux même vous dire, les générations des années 70-80, allez trouver ces générations, vous allez voir, c'est des gens qui, jusqu'à présent, ils sont en loyer parce qu'ils ne voulaient pas acheter une maison. Ils disent, je ne vais pas acheter une maison, je ne vais pas bâtir l'argent dans ce pays-là, je ne vais pas bâtir mon argent, là, je vais l'envoyer en Haïti acheter un terrain pour bâtir une maison pour aller faire ma retraite. C'est vrai ou faux? Ouais, mais c'est ça. En même temps, je pense pas... Parce que moi, j'ai toujours vu que, je parle de nous, de notre communauté, j'ai toujours vu que nos parents, c'était une fierté pour eux de venir d'un pays puis acheter une maison. Okay. Tu comprends? C'est comme, moi, tu vois, dernièrement, je disais à mes parents que ils sont là, à la retraite, là. La maison est trop grosse pour eux. Oui. Ça, c'est comme, vends le caille. Vends le caille, prenez-vous un petit condo, puis jouis ton cob. Exactement, oui. Mais, je vois que pour eux, c'est comme si
le seul bien qu'ils ont, c'est la maison. La maison. So, ok. s'ils le vendent, mais c'est comme si shit. L'affaire que j'ai travaillé dur pour avoir, maintenant je l'ai plus. En même temps, je suis comme, t'as jamais eu 400 000 $ dans ton compte. Tu comprends? So, c'est pour ça que je pense que, oui, il y a du monde. Je suis comme un peu en defense que tu dis, il y a du monde que eux, ils sont encore en loyer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur maison puis qui veulent pas s'en débarrasser parce que c'est le seul bien qu'ils ont pu prendre. Ils sont attachés avec la maison, c'est ça. Quand ils sont rentrés ici et avec tout le on va pas se le cacher, les années 80, 90 pour les Noirs, c'était shit. Jusqu'à maintenant, là, c'est rough, là, tu comprends? Mais c'est encore plus dur sur moi quand on va dire mes parents qui ont acheté leur maison en 88. Ouais. C'est des maisons qu'ils ont payé 50 000 $ aujourd'hui qui vaut 5, 6, 700 000 $. Exactement, tu vois. Surtout aussi, ils veulent laisser ça comme héritage, Comme héritage à leurs enfants. C'est ça. Beaucoup d'entre eux. Donc, mais l'une des raisons pour laquelle aussi qu'ils veulent pas s'en débarrasser, c'est ils sont attachés, trop attachés avec cette maison-là, parce qu'ils ont passé trop de temps, toute leur vie là-dedans, et puis ça va leur faire trop mal de s'en débarrasser. Même s'ils pensent, ce que tu as dit là, c'était vrai. Et ils devaient vendre la maison et aller faire des voyages, aller dans des croisières, et puis acheter un petit condo. Mais ils ne vont pas le vendre. Croyez-moi, ils ne vont pas le vendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés. Non, je sais. Ma mère a une tête dure, je le sais. Ma mère a une tête dure, je le sais. Mais en même temps, tu sais, quand je lui dis, ben, maman, t'as jamais eu 400 000 dans ton compte. C'est ton temps, va jouer. Comme mon frère, on n'est plus là. C'est comme notre vie est faite. C'est ton temps à toi, mais. La maison n'est pas une valeur économique pour eux, là. C'est une valeur morale. Ils sont attachés. Ils sont trop attachés avec. Ils peuvent s'en débarrasser. Même si quelqu'un leur donne $1 million, ils ne vont pas donner parce qu'ils sont attachés avec. Oh non, mais on leur donne $1 million, je me bats avec eux. je me bats avec eux, là. C'est là que c'est tout le contraire avec ma mère. Moi, ma mère, elle a compris ça très vite. Ouais, hein? On a compris ça très vite. Mais on va dire, là, disons que tu as un profil comme mes parents, disons. OK. Comme très conservateurs, ne vont pas prendre de gros risques. Excuse-moi, ne vont pas prendre de risques. Même comme si, tu sais, c'est leur 9 à 5, je paye mes billes, je paye ma caisse, je paye mes taxes, je fais mon petit maquette, puis ça finit là. Puis là, OK, je veux investir. Là, maintenant, toi qui connais ça, dans quelle direction tu irais avec eux? C'est quoi ton approche? Est-ce que ce serait... peut-être tu devrais investir dans des actions. Est-ce que tu devrais investir pour les parents? Oui, dans l'immobilier. Tu comprends? Parce que c'est sûr que avec un certain âge, tu prends toujours des directions différentes. Le gars de 25 ans, tu vas pas prendre la même direction avec lui que la personne de 65 ans. Mais c'est pourquoi aussi le profil investisseur, quand tu fais le profil investisseur de bonhomme, on regarde le groupe d'âge aussi. Ça joue sur le chiffre que vous allez avoir dans le profil investisseur parce que dépendamment de l'âge qu'un client il a, on ne va pas passer son argent dans tel type de fonds. Okay. Parce que toi, tu es jeune, tu es capable de prendre des risques parce que tu as du temps devant toi. Tes parents, ils ne peuvent pas prendre des risques. On ne peut pas risquer l'argent de tes parents. C'est pas normal, c'est pas bien parce qu'à l'âge qu'ils sont rendus, là, on ne peut pas prendre des risques. Parce que toi, si je prends des risques, si tu me passes $20 000, je le place, et je reviens demain, je dis, tu viens de perdre $3 000, $4 000. C'est pas grave, là. Tu as du temps pour aller. Ton argent, même si tu as perdu 3 000 là, ton 2 000 peut rapporter. Aïe, Nicolas, je dis, aïe, mon gars. Ouais, lui, Nicolas, mon gars. C'est garanti, yo. Yo, mon 3 bateaux. Comme moi, comme si. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que pour ces. Mais alors, c'est quoi un investissement on va dire plus safe? Par exemple, vos parents, ils sont à la retraite, papa? Ouais. Bon, s'ils sont à la retraite, normalement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec leur argent. C'est juste mettre leur argent dans un fonds enregistré de revenus de retraite. Mais s'ils avaient des REER, on peut même plus laisser leur argent. Après 71 ans, 71 ans, c'est le maximum d'âge. C'est l'âge maximum pour sortir ton argent dans un REER pour le mettre dans un FER, F-E-R-R, fonds enregistré de revenus de retraite. Et là, il faut commencer à décaisser. C'est la place où on met l'argent pour décaisser. Okay. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On n'a pas grand-chose qu'on peut faire avec le fer, il me semble que je n'ai pas beaucoup entendu parler du fer. Le fer, c'est le véhicule où c'est là réel à mourir. Ah, OK. Tu comprends? C'est là tout réel à mourir. Avant qu'il tombe à 71 ans. Avant 71 ans, il faut tout transformer en fer pour décaisser. Wow, donc c'est un FERR, Fonds enregistré de revenus de retraite. C'est quoi ta philosophie
d'investissement, mais pour la communauté. Et pour les jeunes ou pour les adultes? Donne-nous un aspect pour les deux. Ouais. Pour les deux. Et moi, je vous dis, j'aime l'immobilier. Sérieusement, l'argent est dans l'immobilier. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde qui travaille maintenant, commence à penser à acheter une maison. Et commence par penser à ramasser de l'argent, la mise de fonds pour aller acheter votre première maison. Si vous n'avez pas comment le faire, venez me voir, je vais vous donner la stratégie. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui avaient leur projet. J'ai rencontré un jeune couple qui sortait de l'université. Ils avaient chacun une voiture parce qu'ils travaillaient chacun à une autre place différente. Et je leur ai parlé du projet d'achat d'une maison. Ils ont dit oui, ils ont un projet, mais c'est comme pour 5 ans, 5, 6 ans. J'ai dit pourquoi? Parce que, bon, on a tous des prêts bourses à payer, la voiture à payer. On met notre projet pour 5, 6 ans quand on a fini de payer la voiture. J'ai dit, OK. Mais si je vous dis, je peux ramener votre projet de 5 ans à 2 ans. Ils m'ont dit, c'est pas possible. J'ai dit, ouais, c'était possible. Effectivement, j'ai trouvé des stratégies pour les aider à payer la voiture et les prêts rapidement et ramasser de l'argent. Et dans 2 ans, ils étaient capables de trouver la mise de fonds pour acheter leur première maison. Donc, j'ai ramené le projet de 5 ans à 2 ans. OK, ça, c'est pour un couple qui était jeune, ça? Jeune couple. OK. Jeune couple. Ils venaient sortir de l'université. Donc, ils ont acheté leur première maison dans 2 ans au lieu de 5 ans. C'est ça qu'on dit, ça prend un coach financier. Il y a des gens qui disent, moi, je suis capable, je connais la finance, je suis capable de gérer mes affaires tout seul. Oui, seul, tu peux aller vite, mais à 2, on peut aller plus loin. C'est ça qu'on dit. Hein? Quand on est seul, on peut aller plus vite, mais quand on est 2, on peut aller plus loin. Mais en même temps, acheter une maison, oui, c'est un investissement, mais tu fais pas de cash dessus, là. Tu fais pas de cash dessus si tu fais pas de move avec cet actif-là. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire aussi, parce que moi comme j'ai une maison, mais pour de vrai, comme je déteste ça, là. Ouais. Comme c'est vraiment pour mes enfants. Parce que il y a toujours quelque chose à faire dans le cahier. Il y a toujours une réparation, il faut toujours investir. Ouais, les taxes, ils sont venus visiter ma caille parce qu'on a fait des rénovations. Les taxes ont augmenté sur nous. Oui. Tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que si je fais juste payer cette caille-là pendant 25 ans, je vais jamais faire d'argent. Oui et non. Oui et non, parce que est-ce que vous voyez la vitesse avec laquelle les loyers augmentent à Montréal? Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, si vous achetez une maison, est-ce que les loyers vont augmenter? Non. Bof! OK. Quand on a acheté, attends, mais quand on a acheté, j'ai acheté à un taux d'intérêt bas. Oui. Mon hypothèque a augmenté. Ouais, Parce que quand j'ai renouvelé, le taux d'intérêt était plus haut. Still, ça a augmenté pareil sur moi. OK. Mais n'oubliez pas, vous avez... Excuse-moi de te couper. Un taux variable, tu as pris ou bien fixe? Non, quand je l'ai pris durant la pandémie, là, je l'ai pris fixe. Le taux était bas. Fixe. Là, maintenant, quand on a renouvelé, là, comme la Banque du Canada va augmenter les taux, là. Ça après combien de temps t'as renouvelé? Après 5 ans. C'est ça. OK. Est-ce que ta maison a pris de la valeur? Oui. Voilà. Là, c'est un investissement. Parce que, regarde, mais je touche pas encore. que je te rencontre là et puis j'ai fait ton analyse de besoins et puis je trouve que tu as ta maison comme actif qui vaut 500 000, tu as 250 000 $ de dette dessus. Déjà, tu as un 250 000 $, disponible, après. Mais je trouve à côté... Mais c'est pas 80% que tu peux... C'est jusqu'à 80% de ce qu'elle vaut? Pour disons, pour financer? Ouais. 85. C'est 85, OK. C'est ça. Regarde, de l'autre côté, je trouve que tu t'arraches tes cheveux parce que tu as plein de cartes de crédit, plein de dettes à droite, à gauche, là, des marges de crédit, des cartes de crédit que tu n'es pas capable de payer. Mais cette maison-là, cet actif-là, peut m'aider à faire ce qu'on appelle la stratégie de consolidation de dette. Oh! Oui, ça c'est Ça. Regarde, ta carte de crédit est à 18, à 19, 20%. Ta maison est à 4-5%. Je vais prendre toutes tes dettes, toutes tes cartes de crédit et tes marges de crédit, je le mets à l'intérieur de l'hypothèque, on refinance. Là, bientôt, ta carte de crédit sont à zéro. Il ne faut pas les remplir à nouveau, hein, par exemple. Ouais, mais Nicolas, là, ce que tu me dis, c'est pour régler mes dettes. Ça me dit pas comment. Ça me fait pas faire de l'argent. C'est pour ça que je te dis, acheter une maison, oui, c'est beau, oui, c'est le fun. Mais
en tant que tel, tu es comme esclave de ta propriété. Tu fais comme... Il faut que tu attendes un temps pour vraiment dire, OK, là, je fais de l'argent. Si là, elle a pris de la valeur, puis j'ai accès à 250 000, puis mais si je fais pas de quoi avec, ça me sert à quoi? Okay. Voilà ma prochaine question. Avant que tu réponds, comme ils disent, bon là, lui, c'est peut-être qu'il voudrait de l'argent maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres investissements qu'on pourrait faire qui nous donnent de l'argent plus rapidement ou... Parce que sinon, il faut que tu utilises ta caille comme un collatéral. C'est ça, tu vas toujours réhypothéquer, prendre de l'argent. Tu n'es pas obligé de réhypothéquer. Tu peux mettre vraiment juste comme un collatéral. Ouais. Soit même le collatéral. Collatéral. Donc, c'est juste quand tu fais un refinancement, c'est pas vraiment du collatéral. Donc, c'est comme tu utilises tu le mets en garantie. La maison comme un actif pour déposer toutes tes dettes. Parce qu'il y a quelque chose, un directeur de banque, la banque, l'OAC qui m'avait dit, si tu n'as pas de dette dans ce pays, tu es riche. Parce que si tu n'as pas de dette, en fait, quand on dit que tu n'as pas de dette, là, l'hypothèque, on considère en disant que ce n'est pas une dette. OK, oui, de ce côté-là, si tu n'as pas de dette. Donc, si tu n'as pas de dette, qu'est-ce qui arrive? Tout l'argent qui rentre en main, tu vas être capable de faire des investissements, d'autres investissements. Par exemple, il y a les types d'investissements qu'on a chez nous, il y a le CELI. Il y a le CELI, c'est pas... Oui, mais c'est pas... On investit parce qu'on peut le mettre dans des fonds. Les mêmes fonds qu'on utilise pour les REER, les CELIAP. Là, mais ce que je voulais dire, c'est que... C'est quoi? C'est le taux d'intérêt de à combien, là, maintenant, là? Je m'en souviens. C'est bon. D'accord. Ouais. Donc, on peut faire du CELI, on peut faire du CELIAP, c'est pour quelqu'un qui veut acheter sa première maison. Si tu as déjà ta première maison, tu n'as pas besoin de prendre un CELIAP, c'est pas utile. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour les gens qui veulent acheter leur première maison. Au départ, il y a dépôt pour première propriété. Et il y a le REER, justement, c'est quelque chose qu'on ramasse pour la retraite, mais qu'on peut utiliser aussi pour rapper, pour acheter sa première maison. Qu'est-ce qui est plus facile, le CELI ou bien le prêt REER? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est le CELI. Mais le CELI, c'est une stratégie, est considéré comme un fonds de secours, en réalité. Parce que tu ne peux pas le déduire en impôt. Il ne te donne absolument rien en déclaration d'impôt. C'est le CELIAP et le REER qui te permet d'aller chercher un retour d'impôt. Le CELI, c'est comme un compte, un compte d'épargne, un compte de secours, mais qui a été inventé par le gouvernement, a été mis en place par le gouvernement vers les 2008, quand il y avait la récession. Vous savez que les gens ici, là, on parle aussi de parler non, ils aiment ça, mettre leur argent dans les bas de laine en dessous du matelas. En bac à bonne. En bac à bonne. Pour que les gens ne fassent pas de fil parce qu'ils avaient peur, c'est la récession, qu'ils ne fassent pas de fil d'attente d'aller ramasser leur argent à la banque et mettre ça dans des bas, et mettre ça en dessous du matelas. Le gouvernement est venu avec ce qu'on appelle le CELI. Ils disent, investissez votre argent, emmenez tout votre argent à la banque si vous voulez. Ça va vous donner des intérêts. Moi, je ne demande pas un cent dans les intérêts. Vous pouvez le sortir quand vous voulez. L'argent incluant les intérêts. Vous savez comment ça fait mal au gouvernement quand il y a des intérêts quelque part, il ne peut pas demander un cent. Ça lui fait mal. Il met une pierre sur son cœur. Il dit, pas de problème, il ferme les yeux là. Tu veux sortir ton argent incluant les intérêts. Je ne demande pas un cent. C'est ça le CELI. Mettre et sortir sans problème. Le CELI et le CELIAP, c'est la même chose? Non. Oh, c'est pas la même chose? Non. J'étais sûr que c'est la même chose. Non. Le CELIAP, c'est un compte qui se trouve entre le CELI et le REER. Le CELI ne donne pas un cent mais tu ne peux pas le déclarer en impôt. Tu ne peux pas dire j'ai un CELI, ça me permet de diminuer mon barème de position. Non. Le REER fait diminuer ton barème de position. Donc, le gouvernement dit, tu as fait 100 000, tu as le droit de mettre jusqu'à 18% de ton salaire dans un REER pour être capable d'utiliser quand vous allez être à la retraite. Donc, ça veut dire que si vous gagnez 100 000, vous mettez 18 000, donc il reste combien d'argent? Là, il reste 82, pas vrai? 82 000 maintenant. Ça fait diminuer votre barème de position. C'est ça qui peut faire en sorte que vous allez avoir un retour d'impôt. Et le CELIAP aussi donne un retour d'impôt. Parce que c'est compte épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Donc, c'est 8 000 par année jusqu'à un maximum de 40 000. C'est 8 000 qu'on peut mettre par année jusqu'à un maximum de 40 000. Ça, lui aussi, il donne la possibilité, comme le REER, d'aller chercher un retour d'impôt. Sauf que le REER, si je le prends, tu fais un rap, tu achètes une maison avec,
Le gouvernement dit, pas de problème, comme c'est une maison que je vais acheter avec, je me ferme les yeux, je ne demande rien. Sinon, là, je vais prendre ma part là-dedans. Parce que l'argent, c'est pour la retraite. Mais si c'est pour acheter une maison, je fais un RAP, R-A-P, comme chez nous en Haïti, on dit rapper, on nous rapper comme là, on comprend? OK, on fait un RAP et puis on le met sur l'achat d'une maison. Le gouvernement dit, il n'y a pas de problème, c'est pour acheter une maison. OK. Il faut que tu rembourses. Oui, mais c'est pas que tu rembourses, c'est ça que tout le monde dit, mais tu ne rembourses pas. Tu remets l'argent à sa place. C'est ton argent que tu as pris. C'est ton argent que tu as pris, tu remets à sa place. Oui. Tu te prêtes, c'est toi, comme si tu te prêtes cet argent. Oui, exactement. Tu fais un autoprêt. Tu OK, prêtes, moi, j'avais comme compris que tu avais 15 ans pour remettre cet argent-là. Oui, tu as 15 ans. OK. Donc, tu as prêté 15 000, là, tu as 1000 par année, c'est correct. OK. Tu as 15 ans pour remettre cet argent à sa place. Et ça, c'est... Donc, c'est fait. Les gens qui disent moi, je ne veux pas entrer cette affaire de rien parce que même si je prends mon argent et puis je dois le remettre. Non, tu remets pas l'argent là. Ouais, Tu c'est pour remets à toi, sa place. tu te remets à toi. Ouais, Exactement. C'est ça. OK, je vois. Tu remets l'argent à sa place. Puis, question pour toi, parce que j'ai vu aussi que maintenant, je ne sais pas si c'est des investissements à l'international que vous voulez faire. C'est le côté États-Unis, Porto Rico que tu parles. Ok. C'est quelque chose de nouveau, on dirait ça. Et Nouveau pour lui. c'est Oui, pas, oui, c'est oui, pas, oui, c'est oui. pas- c'est pas vraiment nouveau, non. C'est Ok. pas, la compagnie Experior, c'est une compagnie qui a pris licence en 2014. Et puis, quand il a pris licence en 2014, lui, il ne voulait pas avoir une compagnie canadienne. Il voulait avoir une compagnie internationale. Et C'est là qu'elle cache aussi. effectivement, il a trouvé quelqu'un qui a aidé à traverser la frontière. Généralement, c'est les Américains qui traversent chez nous. Mais c'est la seule compagnie en réalité qui traverse, surtout en finance, qui a pris licence au Canada, qui traverse la frontière pour aller aux États-Unis. En fait, pas seulement aux États-Unis, on est sur 3 pays maintenant, Canada, États-Unis et Porto Rico. OK. Donc peut-être l'année prochaine, ou bien la fin d'année, ou bien l'année prochaine, on va rentrer à Mexique. Et dans les 2 prochaines années, on va rentrer en Asie. Je ne sais pas dans quel pays en Asie, mais on va rentrer aussi en Asie. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas juste investissement. Comment ça fonctionne? Moi, en tant que conseiller en sécurité financière qui est sous la bannière de Experior, donc Experior, c'est un MGA, ça veut dire un gros groupe qui a c'est comme un gros parapluie. Et puis, sous ce parapluie, Il y a plusieurs. il y a 40 compagnies d'assurance, de banque et de financement qui sont regroupées sous cette bannière-là qui s'appelle Experior. Moi, en tant que conseiller financier, je vais m'attacher avec Experior. J'ai la possibilité d'avoir un code de chacune de ces compagnies. Je peux vendre tous les produits de ces compagnies-là parce que moi, je suis un courtier. Tu avais quelque chose à me dire? Comme exemple, là, en ce moment, moi, je cherche à acheter aux États-Unis, OK. une maison aux États-Unis. OK. Si je viens de voir, est-ce que vous pouvez m'aider dans ce processus-là? J'ai des associés. J'ai des associés. Moi, personnellement, en tant que Canadien ici, je n'ai pas le droit de vendre quoi que ce soit aux États-Unis. OK. Mais par le biais de mes associés que j'ai maintenant aux États-Unis, je peux te référer. Autrefois, les gens me disaient, j'ai eu des clients qui me disent j'aimerais assurer ma mère aux États-Unis. Tu es capable? Non. J'aimerais assurer mon père ou mon cousin aux États-Unis. Tu es capable? Non. Maintenant, aujourd'hui, je vais dire oui parce que je peux le faire à travers mes associés. Donc, moi, ici, comment ça fonctionne? Pendant que je suis ici, la compagnie me donne le droit non seulement d'utiliser les produits de toutes ces compagnies d'assurance, de banque, de financement, etc. Mais la compagnie me donne le droit aussi de bâtir mon propre réseau à l'intérieur. C'est comme j'ai ma petite compagnie à l'intérieur de la compagnie. C'est pourquoi ma compagnie s'appelle Maximum Groupe Financier, parce que je suis en dessous. Une branche. Exactement, en dessous de la bannière. Donc là, je peux avoir des associés qui sont attachés avec moi, attachés à moi. Là, j'ai des associés qui sont à Nouveau-Brunswick, à British Columbia. J'en ai qui sont à Québec, j'en ai qui sont à Montréal, j'en ai qui sont en Floride. Donc, ces gens-là, ils sont attachés avec moi. C'est ça qui donne ce qu'on appelle... c'est bon aussi parce que ça donne ce qu'on appelle un revenu passif. Parce que les gens qui sont attachés avec moi, je n'ai pas besoin de participer dans les votes, dans les activités qu'ils font. Et j'ai un revenu quand même OK, vous avez une commission sur ce qui se passe. Okay. Exactement, on appelle ça un revenu passif. C'est comme tu rentres chez Tim Hortons. Est-ce que tu n'as jamais demandé qui est le propriétaire de Tim Hortons? Moi, oui. Oui? Tu as déjà demandé ça? Oui. Tu as fait ça, hein? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça, ouais. Et en plus, c'était derrière la caisse. C'est vrai, hein? Ouais.
C'est ça. Ah ouais? Donc, la plupart du temps, ces gens-là, ils sont jamais là. Ils sont quelque part dans le monde en train de se dorer la bédaine, là, et puis les pieds dans l'eau, les fesses dans le sable, la tête dans le soleil. Ouais. Et puis, la chance, ça rentre 24 sur 24, chicken dans le compte. Dis-moi, mais juste, restons sur ce même sujet-là. Avec l'économie qui est rough, là, présentement, le dollar canadien qui est vraiment pas haut, est-ce que tu suggères aux gens d'investir international ou bien encore d'investir au Canada? Les deux. Maintenant, vous savez, il y a un proverbe chinois, les Chinois disent toujours, dans chaque crise, il y a des opportunités. Vrai. Quand il y a des crises, c'est pas le moment là qu'il faut entrer dans le trou là. Ouais, c'est vrai. Vous devez faire comme l'aigle. Vous savez comment fonctionne l'aigle? Il vole quand il y a la tempête. OK. Quand il y a la tempête, la grosse tempête là, et puis tous les petits oiseaux là, ils rentrent dans un trou là, ils se cachent là pour ne pas se faire emporter par le vent. L'aigle, il sort. Il va attaquer la tempête. Il dit à la tempête, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu portes. Et c'est ça qui le rend fort, de telle sorte que quand il y a un petit vent, ça ne le dérange pas parce qu'il a l'habitude de voler dans la tempête. Ouais. Ok, oui. Vous comprenez? Ouais. Donc, quand vous voyez, avec la récession qu'il y a maintenant, les gens, ils ont peur, ils disent « Je ne veux pas investir, maintenant c'est la récession, je vais perdre mon argent. » Maintenant, c'est le moment qu'il faut investir. Parce que, Ça, j'ai toujours entendu ça. exactement, c'est le moment qu'il faut investir. Parce Parce que ça va qu'on toujours- n'investit ça pas va quand les toujours affaires sont remonter. bonnes. Ouais. Quand les affaires sont bonnes, c'est déjà trop tard. Exact. C'est maintenant que les affaires sont... On dit « Ah, le taux a augmenté, là je vais investir. » Mais c'est déjà trop tard. L'investissement, là, c'est right now. C'est maintenant qu'il faut investir si tu veux investir. En même temps, la majorité du commun mortel vit en haut de ses moyens. Ça, c'est quand même très tough pour quelqu'un qui aime ça faire des Snapchat puis montrer qu'est-ce qu'il mange au restaurant, là. Comme si, yo, dire à cette personne-là, comme, yo. La vérité est que c'est peut-être qu'il ne pourra pas faire ça encore pendant longtemps. Ouais. Ouais, parce que là, par les moyens, les moyens, ben, on sait que, ouais, on va pas forcer, on va pas mettre le doigt dans le gauche de quelqu'un pour lui dire investir, c'est la personne n'a pas les moyens. La personne n'arrive même pas à manger, tu lui demandes d'investir. Mais on parle des gens, par exemple, qui ont de quoi, qui laissent ça, qui paient ça à la banque ou bien sous le matelas et puis ils disent, moi, j'ai peur parce que c'est la récession, je vais attendre que les affaires sont bonnes. Maintenant, quand les affaires sont bonnes, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un, justement, qui a peur d'investir, qui ne s'y connaît pas, qui connaît juste son 9 à 5, qui a économisé de l'argent, mais qui a peur? Il a peur. Et c'est la pire des choses qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit, la seule chose qu'on devait avoir peur, c'est d'avoir peur. Ok. La seule chose qu'il devait avoir peur, c'est d'avoir peur. Tu sais que la peur, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Hein? C'est ça Tu penses que c'est la peur? Oui. La Yo, peur nous c'est empêche quoi le d'avancer. dicton en anglais? Scared money don't make no money. Ouais. C'est vraiment ça. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. C'est la peur de perdre ton argent, c'est ça qui fait perdre ton argent. Là, tu parles en général ou tu parles pour nous? En général, Ok, c'est la ok. peur, c'est la peur de perdre son argent qui fait perdre son argent. Fait que dans- Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un proverbe qui dit, tout le temps les Haïtiens disent, qui ne risque rien n'a rien. Mais quand ils arrivent au moment où ils doivent risquer, Exact. c'est là qu'ils... Vous répétez toute la journée, qui ne risque rien n'a rien, qui ne risque rien n'a rien, qui ne risque rien. Maintenant, on arrive au moment où on doit risquer. Là, maintenant, tu recules. Qu'est-ce que tu veux? C'est le mot risque le problème. Le monde a Ça. peur de prendre le De risque. prendre des risques. Le monde a peur de prendre des risques. Et en réalité, c'est des gens qui prennent des risques, en réalité, qui arrivent à faire des choses extraordinaires dans la vie. Parce que, en fait, la réussite est dans les risques. La réussite, c'est pas dans le confort. Dans le confort, là, la réussite est dans les risques. Les gens qui sont dans le confort, qui disent, moi, je vais faire quelque chose dans lequel je me sens confortable. La chose dans laquelle tu te sens confortable, là, il donne absolument rien, mon frère. Mais Bon vendeur. en même temps, je donne un exemple qui est justement mon père dans les années justement 90-2000, il faisait paquet de containers. Paquet, puis il allait dans les encans acheter des autobus, les autobus de la ville qui étaient comme finis, il les achetait pour envoyer l'autre bord. Puis il a perdu énormément d'argent. Parce que, bon, arrivé là-bas, on a volé le conteneur, on a volé le caoutchouc des autobus, whatever. Il a vraiment perdu de l'argent. Puis, depuis ce temps-là, je pense que, à cause qu'il a perdu quand même un bon montant, quand même un très bon montant,
ma mère a toujours été craintive par rapport à ça. Il n'a jamais réessayé. Mhm. Tu comprends? Il a juste fait, you know what, fuck it, je vais aller travailler, puis au pays mes petits billes, blablabla. C'est très difficile aussi de dire à quelqu'un qui a pris le risque, qui est tombé, de réessayer. Justement. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de vous savez, il y a un gros poisson qui mange des petits poissons qui s'appelle barracuda. Ben oui. Ouais. Voilà. On a fait une étude avec barracuda aux États-Unis. On a pris un grand barracuda, on l'a mis dans une grosse piscine, puis on l'a laissé comme une semaine sans manger. Puis on est venu avec un mur de verre, on a mis sur barracuda. Puis de l'autre côté du mur, on a vidé des petits poissons, les poissons que barracuda aime manger. Barracuda dit, oh my God, je vais dévorer. Et barracuda court pour aller avec les dents ouvertes comme ça pour aller manger les poissons. Il a frappé les dents. Boum, ses dents sont cassées parce qu'il y a un mur de verre. Il tourne de l'autre côté, il fait la même chose. Boum, ses dents sont cassées. À droite, à gauche, il passe du temps à courir pour la bouche ouverte pour voir s'ils peuvent attraper des petits poissons. Il s'est toujours cassé les dents. À un moment donné, barracuda dit, je ne vais plus essayer là. Je vais laisser tomber. Il est allé se coucher dans le fond du bassin pour mourir crevé de faim. C'est à ce moment où on vient enlever le mur de verre. Maintenant, il y a des poissons. Barracuda reste la bouche ouverte comme ça. La bouche ouverte. Il y a des poissons qui rentrent, qui passent devant la bouche de barracuda. Tout ce qu'il avait à faire, c'est avaler. Vous savez, barracuda a crevé de faim, hein? Parce qu'il vit dans le passé. Pour lui, le mur de verre était là. Snippet. Catch. Le mur de verre, pour lui, le mur de verre était toujours là. Il vit dans le passé. Et c'est ces gens-là qui ont peur, mais cessez d'avoir peur. Est-ce un enfant qui se lève pour commencer à marcher, il tombe sur ses fesses, ça fait mal, hein? En tant que parent, tu vois, il se tombe sur ses fesses. Si je ne laisse pas tomber tout seul et se lever tout seul, il ne va jamais marcher. Laisse tomber, un jour, il va cesser de tomber. Ouais. OK? Donc, parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit tomber est humain, se lever est divin, rester par terre est diabolique. Donc, tu dirais que si le monde a peur, il faudrait qu'il discute avec quelqu'un comme toi qui peut les aider à... Il faut cesser d'avoir peur. Yeah. Si vous tombez, c'est normal de tomber. Il n'y a personne qui court sans tomber. Les gens qui sont des multimillionnaires dans le monde, là, il y en a plein qui ont fait faillite. Pas une faillite, hein? 2, 3, 4, 5 faillites. Mais aujourd'hui, on parle d'eux là, comme des multimillionnaires, multimilliardaires. Ah ouais. Si tu as peur de faire des faillites, ben là, tu ne vas pas réussir non plus. Parce que les gens qui sont justement des exemples des gens qui sont des multimilliardaires, là, ils ont fait plein de faillites. Ça veut dire qu'ils ont tombé plusieurs fois. Ils sont tombés plusieurs fois. Je voulais savoir, les conférences que vous faites, est-ce que c'est des conférences régulières pour aider plutôt notre communauté, mais tout le monde aussi? Oui, c'est des conférences pour aider notre communauté. On le fait en ligne, on le fait en présentiel au bureau. Et puis là, je suis en train en pourparler, je vais vous dire ça quand ça va être prêt, avec quelqu'un aussi pour voir si je peux mettre sur place un programme d'éducation financière pour la communauté sur les ondes. Donc, ça va aider à ce que les gens de notre communauté, quand ils viennent ici, il va y avoir un média qu'ils vont écouter, qui peuvent leur dire, voici comment fonctionne ce pays-là, cette grande assiette-là, cette complexité-là dans laquelle on vient vivre, là, qui est complètement différente de chez nous. Mais voilà comment on doit fonctionner à l'intérieur. Ça va pouvoir les aider à comprendre cette complexité-là qui est les finances du Canada, etc. Donc, très bon. Moi, je pense que ça va être bien de faire l'éducation de notre famille parce que les gens, ils comprennent vraiment pas. Ils comprennent tellement pas. Après tel que je suis allé voir un client une fois, et puis je lui ai dit, ton assurance va coûter, un exemple, ton assurance va coûter $100. Un exemple, je dis là, ce n'est pas $100. Est-ce que ça va passer là, dès que j'envoie le contrat, la compagnie va aller chercher l'argent? Oh, pas de problème, j'ai $100 sur le compte. J'ai envoyé le contrat, la compagnie est allée chercher l'argent. Boum, l'argent est venu sans... MDF. Wow. Manque de fonds. Wow. C'est ça. Maintenant, j'ai appelé la personne, il dit, mais vous m'avez dit que je pouvais envoyer le contrat. Il m'a dit, oui, avec ce code, il n'est pas passé. Mais non, il n'est pas passé.
Mais pourquoi il n'est pas passé? J'ai dit, mais je ne sais pas. Quand je suis allé, je regardais il m'a montré son compte, et puis j'ai vu qu'est-ce qui arrive. On était en fin du mois. La banque est passée chercher son $10 pour les frais bancaires. Puis il manquait cette partie. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, No cap. maintenant, quand la banque. Devine qu'est-ce qui arrive. La banque prend son $10 pour les frais bancaires. Oui. Donc, effectivement, il avait $105 sur le compte. Normalement, son assurance devait passer. La banque a pris $10. Dans les $105, il reste 95. Ouais. La banque a pris $45 pour les frais NSF. Ouais. Oh shit. Et son assurance n'est toujours pas passée. Donc, ça, c'est l'éducation financière qu'il faut faire aux gens là pour leur montrer comment ils sont en train d'enrichir les banques. Il y en a plein comme ça là. Ils sont en train d'enrichir les banques. Passe un goût dans ton d'enrichir compte, là, ça va mal, là. Ça fait mal. Non, ça va mal. Exactement. Ça Très va mal. mal. Ça fait vraiment mal. Là, elle doit encore les $100 pour l'assurance. Elle vient de perdre $45 parce que son chèque est rebondi, NSF. Ouais. Et puis, les $10 de la banque. Ça veut dire que il n'y a presque plus rien sur le compte. Donc, il faut que les gens sachent comment ça fonctionne, qu'ils prennent des précautions pour ne pas enrichir le système qui est déjà riche. Et puis nous... Mais en même temps, là, si t'es pour prendre des assurances, puis comme l'affaire est... Yo, ça coûte $100, t'as $105, tu vas te rester un 5 good. Je pense pas que c'est le temps, non? Mais je prends un exemple de $100. Oui, mais pour dire, là, tu vois, ouais. C'est ça. Oh, shit. Parce que regarde, il y a des gens qui prennent une assurance là, qui coûte $20. Pour $20, là, ils payent $45 de frais NSF. Pour $20, ils payent $45 de frais NSF. Plus, la compagnie va lui charger encore un autre $25. Exact. Ouais. Ton compte vient de tu as pris ton assurance, ça fait 2, 3, 4 mois. On vient de passer, on t'a pas trouvé le $20. La compagnie te charge $25. Et la banque te charge 45. Ça fait $70. Ou $20. Pour un travailleur autonome, là, quel type d'assurance que tu leur as offert? Ouais. Belle question. Très belle question. Maintenant, il y a une assurance qui s'appelle l'assurance participative. C'est une assurance qui est considérée comme un investissement. Ce n'est pas seulement une assurance. Les travailleurs autonomes, maintenant, ils sont très allumés. J'en ai rencontré 4 la fois dernière. Je n'ai même pas parlé de cette assurance. C'est eux qui m'ont parlé de cette assurance. Ils m'ont dit, j'ai entendu parler d'une assurance qui est à investissement. Est-ce que vous l'avez? J'ai dit, oui, l'assurance participative, effectivement, je l'ai. C'est une assurance que vous prenez et vous êtes assuré d'un côté et de l'autre côté, il y a une autre colonne qui... Ton assurance grandit. Suppose que tu as commencé comme à 500 000, un exemple. Je pense et puis, pendant ton 500 000 continue à grandir. À un moment donné, ton 500 000 peut passer à 1,5 million. Mais de l'autre côté, il y a une colonne qui s'appelle valeur de rachat qui peut avoir comme 800 000 là-dedans. Ouais, mais donc, l'achat qui est accumulé, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire ce qu'on appelle un prêt collatéral. Mais ça, c'est après un certain nombre de temps, ça. Oui, après, oui. Ouais, c'est pas après 5 ans, c'est pas après 2 ans. Ouais, parce que ça. je pense que cette assurance-là, c'est comme. Il y a des assurances comme ça qui coûtent, genre, on va dire, 6-7 000 par année selon la police que tu prends. Selon la police, selon l'âge aussi. Vous savez, l'assurance fonctionne avec l'âge. Ouais, donc ok, plus ouais. tu as de l'âge, plus ça coûte cher. C'est ça. J'ai regretté ça, j'avais checké ça déjà. Moi, je pense que c'est ça que j'ai avec mes enfants. Ah, okay, c'est que là, quand ils vont. Je peux prendre de l'argent pour payer leurs études. Oui. Quand ils vont avoir 18 ans, par là, maintenant. Là, oui. Quand ils vont avoir 18 ans, je peux prendre l'argent pour payer. Maintenant, là, si vous avez un enfant qui vient de naître, là, il vient de naître, là, il y a 0 année ou bien 1 an, vous pouvez prendre une assurance et 4 générations peuvent jouir de cette assurance. Numéro 1, quand il arrive à 20-25 ans, il veut de l'argent pour payer ses études, il peut puiser là-dedans. Maintenant, toi qui as pris cette assurance, toi, ton nom c'est Henrik. Toi, tu as pris cette assurance pour ton enfant. Étant donné que c'est toi qui es propriétaire, quand tu arrives à la retraite, tu peux toi-même puiser de l'argent là-dedans pour ta retraite dans le contrat de ton enfant. Ah oui? Ensuite, ton enfant, lui, quand il arrive à la retraite, il peut puiser aussi l'argent là-dedans pour sa retraite, mais il va quand même laisser l'argent pour ses petits-enfants. OK. Mais l'affaire qui est plate avec ces assurances-là, pas qui est plate, là, mais... On va dire un gars comme moi, là. C'est difficile pour moi d'avoir ça parce que comme je suis diabétique. Oh, on a chez les diabétiques. Hein? On a chez les diabétiques. On a chez tout le monde. Ah ouais?
Ouais, mais c'est ça, mais vous faites est-ce que vous faites des examens comme il y en a? J'ai déjà assuré des gens qui ont fait le cancer. J'ai déclaré ça à la compagnie, on l'a assuré pareil. Mais il y a certaines compagnies qui acceptent. Quand on est écouté là, il n'y a rien qu'on ne fait pas. Va l'essayer! Non, c'est ça, mais est-ce que... on a assuré. J'ai fait une assurance pour un diabétique là, presque $1 million. Ça fait pas longtemps là. OK. Mais est-ce que vous faites des tests là, comme il y a le médecin qui vient? On fait des tests, oui. OK, des c'est tests, ça. ouais. OK. Ouais. OK. J'ai assuré quelqu'un, un bon gros diabétique là, à presque $1 million, pas très longtemps. Ouais, mais là, sauf que c'est sûr, ça police comme ça. $1 million, mais c'est sûr que ça coûte de l'argent, là, pour lui, là. Pas tellement. Ah, OK. Pas tellement. OK, on va parler après. Non, pas tellement. Pas tellement. Ça, c'est de l'assurance vie, mais est-ce que vous offrez de on, l'assurance? on fait assurance aussi. Une assurance que j'aime parler quand je vois les clients, c'est rare que j'en parle pas, c'est l'assurance maladie grave. Pourquoi j'en parle souvent? C'est parce que, d'après les statistiques, là, à chaque fois que tu vois, à chaque 2 personnes que tu vois dans la rue, là, il y en a un qui va faire un cancer. Yeah. Ça fait mal. Très important d'avoir ça. Ça, c'est fait ici, mal, man. Ça fait mal. C'est les statistiques, mais c'est la façon qu'on mange, c'est le stress du pays, la façon qu'on dort, etc. Ça, je dois déménager. Ce qu'on respire, etc. Donc, les gens, l'Institut du cancer, là, c'est... Déménager. Ouais, Donc, cash. Donc, Oh. quand vous prenez une assurance maladie grave, ça couvre 25 maladies. J'ai même une compagnie qui couvre 29 maladies. Donc, si vous faites une de ces maladies, l'assurance commence à 10 000 jusqu'à 2 millions. Donc, si vous avez pris 1 million, vous faites une maladie, on ne vous pose pas de questions. Tout ce qu'on a besoin, c'est la lettre du médecin. On respecte le médecin ici. On a besoin de la lettre du médecin tout simplement qui dit que vous avez fait ce type de maladie et on fait le chèque, on vous l'envoie. Okay. That's it, that's all. Ce qui est intéressant, je peux mettre une option là-dedans qui dit que si j'ai pas été malade, j'ai pas réclamé, j'ai pas eu le temps de réclamer, je décède, qu'est-ce qui arrive avec mon argent? Mais on me met une option qui s'appelle remboursement des primes au décès. La compagnie rembourse tout l'argent que tu as mis là-dedans sans manquer un cent. Donc, si tu as déjà mis 15 000, la compagnie fait un chèque, 15 000, on l'envoie, on le donne à la personne qui t'avait mis comme bénéficiaire dans le Exact. Okay, ouais. Troisième option, si tu arrives à l'échéance, tu dis, je ne vais plus rester dans le contrat, mais donne-moi mon argent qui est là-dedans. Ça aussi, la compagnie te donne l'argent qui est accumulé. Donc, il n'y a aucune perte. 3 options. Tu fais une maladie, on te donne le cash. Tu es décédé, on donne l'argent qui est accumulé. Tu n'es pas décédé, à l'échéance, on donne l'argent qui est accumulé. Pareil, c'est comme si tu as ramassé l'argent. C'est comme si de l'argent que tu avais mis en banque. OK. Ça, c'est l'assurance maladie grave. OK. Est-ce que vous donnez l'assurance maladie dentaire? Oui. Aussi? Ah oui, assurance maladie dentaire, assurance voyage, on fait tout ça. Ouais. Yeah. Assurance validité. C'est blowé, j'ai donné un cob à Manivi. J'ai donné un cob à Manivi. Tu l'aurais checké, oui? Ah oui, le dernier conseiller m'a dit que c'était Manuville les meilleurs non plus. Ouais, bon, j'ai une bonne couverture, pour dire. Ouais, mais je l'ai pris pour un an. Vous l'avez pris, c'est quoi, l'assurance dentaire? Non, une assurance voyage, parce que je partais en voyage. Je savais que je partais moins de 3 fois cette année. OK. Surtout, j'ai pris une affaire de famille. Mais c'est bien, c'est très responsable quand même de prendre une assurance voyage parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le voyage. J'ai entendu justement, il y a quelqu'un un ami de la famille, que justement, son fils est mort en voyage. Et puis, il est mort en voyage, puis comme ils n'avaient pas les moyens de rapatrier. Ramener le corps. Ouais. Ils ont dit, en tout cas, je sais pas quel. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis depuis ce temps-là, je dis, oh, plutôt je paye le petit cop pour l'année. Oui, et puis c'est même pas cher. Non, si je me souviens, ça m'a coûté comme 300, 400 pour l'année. Pour l'année, là. Puis c'est pour les enfants, puis tout ça. Pour n'importe quoi que j'avais l'autre bord, les frais d'hôpital. C'est comme pour les gens qui viennent d'entrer ici aussi. Il y a des gens qui écoutent là qui viennent d'entrer ici. Ils sont encore illégaux, ils n'ont pas de papier du gouvernement, ils n'ont pas de papier moins, ils ne sont pas encore acceptés comme demandeurs d'asile, comme réfugiés. Ils doivent prendre une assurance parce que si vous entrez à l'hôpital, là, le bill, là, ça monte vite. Hein. L'assurance pour les réfugiés, il y a une assurance. Le bill, là, ça monte vite. Là. Non, vous prenez une assurance, ce qu'on appelle l'assurance voyage, ça vous couvre comme pour 100 000. S'il arrive que vous rentrez à l'hôpital et puis rapidement, là, il y a 50-60 000 à dépenser, on va trouver de l'argent pour ça. C'est sûr. C'est sûr, je vais venir vous voir pour discuter de ces affaires-là. Non, moi, je suis très sérieux, moi, pour dire, comme... J'ai niaisé, je peux dire, les dernières années par rapport aux assurances, mais
Je suis toujours en point pour prendre des assurances voyage. J'ai pas rapport. Il faut que je Ok. prenne notre assurance Ok, aussi ok, parce que ouais, justement, moi, je suis un gars qui est à mon compte. Il faut que je le fasse là. Moi, je me suis toujours. Hein? Oui, vous pouvez parler. Non, parce que je me suis toujours dit que, tu sais, j'ai pas de REER. Sur moi, mon plan dans ma vie, c'est avoir comme des propriétés OK. pour quand je vais dire, OK, bon, je peux travailler, Mhm. ça va être mon comme retraite. OK. Mais est-ce que c'est à cause de cette décision qui a fait que vous n'avez pas décidé de prendre un REER? Non, c'est juste à cause que j'ai pris trop de temps à m'éduquer financièrement. Ah, je vois. C'est tout. C'est ça. C'est ma négligence. Parce que le REER, c'est quelque chose qu'on dit en Haïti. C'est mal nécessaire. Ouais. Mal nécessaire. C'est quelque chose, ça fait mal de le faire parce qu'on sait que je vais mettre cet argent-là jusqu'à la retraite. Mais pourquoi on le fait? Surtout si tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, tu travailles à un chiffre 6, là, 100 000 et plus. Mes amis, t'es revenu Québec? Donc, si tu prends pas de REER, tu te fais du tort à toi-même parce que c'est de l'argent que tu vas laisser dans les poches du gouvernement. Le REER va t'aider. C'est vrai que l'argent que tu vas mettre dans le REER, tu vas être capable de le sortir seulement quand tu arrives à la retraite. Ouais. Mais ce que ça va t'aider aussi à aller chercher de l'argent que tu n'aurais jamais été capable d'aller chercher si tu n'avais pas pris le REER. Ouais, Donc, c'est une stratégie quand même, une stratégie financière qui aide les gens à ramasser de l'argent pour la retraite, mais aller chercher un retour d'impôt. Et le gouvernement le connaît tellement bien, on le met pour vous, c'est pas pour rien. Le gouvernement est très intelligent et il veut fonctionner avec des gens qui sont intelligents. Donc, c'est pourquoi ils disent, même si vous n'avez pas eu le temps de prendre votre REER de janvier à décembre, je vous donne quand même 60 premiers jours de l'année. OK. Donc, pour faire un REER, je suis capable de vous faire, en tant que conseiller en sécurité financière, je suis capable de vous faire un REER rétroactif. En plus? Janvier, février, oui. OK. Quand on arrive, on a janvier, février, et puis on niaise, on n'a jamais rien fait là jusqu'à décembre. Et puis vous allez faire votre déclaration d'impôt et vous emmenez votre déclaration d'impôt à votre comptable, il vous dit ouf! Vous allez être obligé de retourner $8 000 au gouvernement. La seule chose qui peut vous aider là, prenez un REER. OK. Donc si vous m'appelez, même si vous n'avez pas d'argent, je peux quand même vous faire un prêt REER. OK. Donc Et une compagnie qui vous prête cet argent, on le met dans un REER et puis on vous donne maintenant un papier, un T4 pour remettre à votre comptable, pour être capable de faire de votre déclaration d'impôt et aller chercher un peu d'argent, ou bien ne pas payer, soit ne pas payer ou bien aller chercher un peu d'argent. Puis, question comme ça. Dans l'économie, présentement, là, comme je te dis, qui est vraiment rough, on a effleuré ça un peu, mais je veux que tu dises, c'est quoi les stratégies que les gens devraient avoir pour passer ces moments qui sont durs, là, où ce que tout est élevé, le loyer est élevé, la nourriture est élevée, le gaz est cher, comme on veut. Bon. Eh bien, mangez moins. Pain avec beurre. N'a mangé spaghetti. Ouais, c'est ça. Donc, sérieusement, c'est pas le moment pour dépenser dans la futilité. Sérieusement. C'est pas les grosses caisses de Lambi là qui coûtent $120 là, mettez ça de côté là, c'est pas le moment. Ok, cherche un aigle Lambi. fou, hein? Non, c'est vrai, dépenser maintenant, chercher à faire votre budget, essayez de regarder, dépenser ce qui est dans ce qui est nécessaire. Parce qu'il y a le nécessaire et l'utile. Quand vous faites vos besoins, vous faites 2 colonnes, nécessaire et utile. Faites tout ce qui est nécessaire. Puis quand vous avez fini, s'il reste les moyens pour l'utile, pour quelques items utiles, on va le faire. Mais soyez très tranquille, très smooth là dans les dépenses. Dépensez pour ce qui est nécessaire en attendant de passer à travers ce stade-là qui est ce qu'on appelle la récession. On est là-dedans, là, monsieur, on ne le dit pas, mais on est là-dedans. On le dit pas, mais ça. Et bon, vu qu'on s'attire à sa fin, le plus gros conseil que vous auriez pour les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Si vous avez un conseil à donner. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, je pense que je sais que vous avez un réseau très, très jeune qui vous écoute. Donc, je vous dis, commencez tôt. Commencez tôt. Ouais, N'attendez pas que vous ayez 45, 50 ans pour commencer, pour commencer parce que là, vous allez ça va être tout le temps. Parce que
le secret de l'investissement est dans le temps. C'est le temps qui va jouer pour vous. Plus vous avez du temps pour vous, devant vous, plus on est capable d'aller chercher plus d'argent pour vous. Quelqu'un qui vient me voir là, il a déjà 55, 60 ans, j'ai pas grand-chose à faire pour lui. Quête, donc. Non, c'est mieux d'être direct comme ça. Direct. J'ai pas grand-chose parce que j'ai pas de temps. Ok, c'est si vraiment le temps. J'ai pas de temps. Mais les jeunes, là, vous êtes dans la vingtaine, vous êtes dans la trentaine, dès que vous commencez à travailler, vous commencez à gagner des sous, appelez un conseiller financier, faites votre ABF, là, votre analyse de besoins financiers, regardez combien qui rentre, combien qui reste, et puis mettez quelque chose de côté, commencez à investir, commencez tôt. Et c'est ça qui est le secret des gens qui sont devenus riches, parce qu'ils commencent tôt. Il y a quelqu'un qui a trouvé une job à la banque à l'âge de 19 ans. Dès qu'il rentre à la banque, son premier paye, le banquier est venu, il a dit 6 mois ça. Il a dit pourquoi? Un placement. Pour qui? Pour toi. Mais j'en ai pas besoin, mais oui, tu en as besoin. 6 mois ça, allez-y. Comme son papa là, il dit 6 mois ça. Il a dit, puis tu touches jamais de l'argent qui est là-dedans. Chaque semaine qu'on va le payer, il y a un montant qui est allé dans ce montant, dans cet argent. Vous savez quoi? Il n'a jamais touché cet argent. Quand ce gars est arrivé à l'âge 50 ans, il était millionnaire. Hein? Fuck. Oh. Juste avec l'argent qu'on prenait sur sa paye pour mettre dans ce compte. Il a pris sa retraite prématurée aussi. Quand la ville avait déjà plus qu'$1 million, il a pris sa retraite. Ouais, c'est ça qui Mon plan, c'est de prendre ma retraite à 55. À 55? Ouais, c'est ça mon plan. Ben là, comme on a fait quelque chose qui s'appelle Liberté 55. J'ai commencé avec cette compagnie justement, London Life. Il y avait un plan de Liberté 55. Ça existe encore, ça? Ça existe encore, Liberté 55? Ben oui, Ou ils ont été achetés par une autre compagnie? Oui, mais dans l'Ouest, là, à l'Ontario, on l'appelle un Freedom 55. Ça existe encore. Freedom 55. OK. Ouais. C'est ça, ça a été acheté. Ouais, donc commencez tôt, n'investissez pas, ne gaspillez pas votre argent. C'est sûr que vous êtes jeune, vous devez sortir pour prendre une petite bière avec des amis, mais soyez smooth, pensez à demain parce que aujourd'hui est à vous, demain on ne sait pas. C'est parce qu'on dit, il y a quelque chose qu'on dit, on dit hier c'est de l'histoire, on peut rien faire pour. Toutes les bêtises qu'on a déjà fait hier, c'est fini. On ne peut pas courir après. Demain, c'est l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui vient demain. Tomorrow is mystery. Mais on dit aujourd'hui, le présent, c'est un cadeau. Et c'est pourquoi on l'appelle présent. Alors, sautez sur le présent pour préparer l'avenir. On ne peut rien faire pour le passé. Le passé est passé, est mort et enterré. On ne peut rien faire pour. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Chaque jour qui arrive, c'est un cadeau. Sautez sur ce cadeau-là. Préparer l'avenir avec ce cadeau que Dieu nous donne. C'est simple que ça. Puis, bon, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que tu as... Je sais que tu as parlé des événements à venir. Là, tu as un événement qui se fait ce samedi. Ce samedi. C'est à 8h... 9h30. Le soir? À l'hôtel, 9h30 du matin. Du matin? Oui, du matin. C'est samedi matin, 9h30 à l'hôtel Ubifuz. Ubifuz qui est 7655. Boulevard des Caries. Tous ceux qui aimeraient aimeraient faire quelque chose à côté. Parce que nous, on donne la possibilité de faire quelque chose à côté. Vous avez un travail, mais vous aimeriez faire quelques dollars de plus. Bienvenue, on va vous aider à aller chercher le permis de l'AMF. Vous êtes capable de travailler avec nous. Après d'aller chercher une petite jobbing insignifiant, là, venez nous trouver. On peut vous aider à faire quelque chose à côté pour rentrer quelques dollars. Ou bien vous n'aimez pas votre job, vous voulez changer de job complètement, venez nous trouver. Si on va vous aider à aller chercher la licence là pour devenir un conseiller en sécurité financière. Si vous êtes du genre qui aime aider les gens, les autres aussi, on est là pour vous donner la formation pour être capable d'aider vos frères là, nos frères qui sont venus là, qui malheureusement, il y en a qui savent à peine lire là, on devrait être capable de les aider. Ah, dope. De les aider. Parce que vous savez quoi? La plupart des j'ai déjà entendu des gens qui disent les gens qui sont arrivés les années 70-80, ils n'ont rien fait pour les Haïtiens qui sont trouvés ici. Ils sont allés, surtout ceux qui étaient cultivés, ils sont allés dans l'ouest du pays, ils ne veulent pas se frotter avec le gros peuple qui ne savait pas
lire. C'est pourquoi aujourd'hui, notre communauté est encore là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'aide. Faites en sorte que dans 20, 30 ans, on ne dise pas ça la même chose pour nous. Merci Faites beaucoup. en sorte que nous, on donne assez d'éducation pour que la même chose qu'on dit pour la génération des années 70-80, on ne le dit pas pour nous dans 10, 15, 20 ans. Il faut les éduquer, il faut les aider à changer parce que, vous savez, on ne respecte pas les gens qui n'ont pas les moyens. Cash. Du cash. Money talk. Money talk. Vous pouvez tout mettre ça sur mon keyboard. Money talk. Donc, c'est ça. Donc, votre respect, là, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de hauteur, c'est pas une question de grandeur, c'est une question de l'argent. Quand vous avez l'argent, mon ami, vous pouvez ouvrir des portes qui sont fermées pour d'autres, ça va ouvrir pour vous. Ça va être ouvert pour vous. J'ai une dernière question, Santiago, Yeah, question. Mabi. Pourquoi on n'est pas encore capable d'avoir une banque à nous? Ah, my God. Belle question. T'es ensemble. Ça qui est pour nous, hein, s'il te plaît, nous va respecter. Vrai. Parce que dans le drapeau, on écrit quoi? L'union L'union fait fait la la force. force. On devait l'enlever, on devait le déchirer. Parce qu'en réalité, les Haïtiens sont mieux dans la désunion que dans l'union. Tu sais que t'es pas la première personne qui est venue au pod nous dire ça. Ouais, mais C'est je pense qu'on le voit avec nos yeux là Parce aussi. que, Là. regarde, vous passez, j'ai une maison à Saint-Léonard, là, juste à côté, il y avait un petit morceau de terrain, là, il y avait une petite boîte qui vendait des films 3X. Sérieusement, je suis passé, je vois qu'on a démoli, la petite boîte, on commençait à creuser. Ça n'a pas pris 6 mois, là, il y a un building de 7 étages dessus. Vous savez, c'est une seule personne qui fait ça? Non. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Ouais, c'est c'est toujours ça. un groupe. Ils se mettent ensemble et puis ils arrivent à la banque, ils disent écoute, là, lui, il vaut 100 000, il vaut 200 000, il vaut 700 000. Nous, on se met ensemble, là, on a besoin de 20 millions de dollars pour bâtir un building. Vous savez, la banque va dire non? Parce qu'ensemble, nous forts. OK? On scelle nous faibles, mais ensemble nous forts. Si on se met ensemble, c'est écrit dans le drapeau, l'union fait la force. Si seulement vraiment on peut s'unir, on va devenir une force. Et puis, cette force-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être capables de briser cette force. Parce qu'on va être capable de faire beaucoup de choses. Parce que la banque, qu'est-ce que la banque a besoin de voir? Ce n'est pas votre couleur, ce n'est pas votre grandeur, ce n'est pas votre éducation. Là. C'est combien d'argent? Combien vous valez? Comment vous valez? Comment vous vaut? Est-ce que vous vaut un bagage? Combien est-ce que vous valez? Moi, je ne vaux rien. OK, mais j'ai 5 personnes avec moi. OK, venez avec ces 5 personnes-là. Regarde ce qu'ils valent. Et puis là, la banque va être capable de vous donner parce que on a un groupe, on est capable de faire grandes choses. Si vous voulez avoir une banque, là, il faut commencer par vous mettre ensemble et puis commencer à Investir dans la bâtir une équipe, communauté. investir aujourd'hui. Là, et puis un beau jour, vous allez voir, avoir une banque, ça ne va pas être difficile. Ça ne va pas être difficile. C'est juste, il faut s'unir. Je trouve ça, en tout cas, tu sais, on va dire comme un groupe comme 3737, là. Mm-hmm. Le but de ce groupe-là, c'est ça. Justement, de mettre plusieurs business black ensemble pour que l'argent roule. Mm-hmm. Puis, peut-être je me trompe. En passant, c'est pas un shade, ne pas me blast, non? Oui. C'est selon ma perception, je pense, comme, tu sais, j'ai vu que le gouvernement, quand ils avaient donné un certain montant, combien de millions de dollars pour les entreprises black, puis c'était eux qui avaient donné l'argent pour qu'ils devaient gérer cet argent-là, puis bien le distribuer. So, je me dis, si justement il y a des initiatives comme ça, ben eux, ils ont déjà comme la base. Comment ça qu'on n'est pas encore, ça fait longtemps là, comment ça qu'on n'est pas encore rendu à une caisse des jardins haïtiennes de Montréal? Vous savez que le gouvernement a un programme, il y a de l'argent disponible pour aider les hommes d'affaires de la communauté noire? Je savais pas ça. Oui. Et je connais, j'ai un gars justement là qui est en Ontario là, qui est là-dedans, il connaît ça très bien. Il est capable d'aller trouver des financements pour les hommes et les femmes d'affaires de la communauté noire. Je savais pour les femmes d'affaires noires. Les femmes noires, ça je le savais. Je savais pas pour femmes d'affaires de la communauté noire. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce gars, il a sa boîte, mais il a comme un peu peur. Parce que
Après la COVID, il y avait un programme, le gouvernement peut te faire un prêt, tu gardes 50% du prêt, tu donnes la balance, tu donnes ça dans 10 ans. Wow. Oui, Ah, il y avait ce programme-là? il a fait un programme comme ça. Là, il est plus Garde là. une partie, supposons qu'on te donne, je ne sais pas c'était le maximum du montant, supposons qu'on te passe 100 000, ben tu gardes 50 000. Le 50 000, tu remets. Il y a un gars qui l'a aidé à trouver $250 000. Le gars, il est passé en Haïti, il a brisé l'argent. Hey, tu like barbecue, mon cher. Cash! Donc, tu comprends? Le gars, il est là, mais on dirait qu'il a peur quand même quand les black people là, ils viennent le voir. Il est black, lui. Il est là pour aider. Commence à être méfiant. Exactement, il commence à être méfiant. Ça, c'est une grosse. C'est ça notre problème. C'est un autre problème, ça. C'est la méfiance qu'on a de notre propre C'est communauté. notre problème. Eh bien, en espérant qu'il y aura du changement. Non, il faut, et pas qu'en espérant, il faut qu'il y ait du changement. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait du changement parce que s'il n'y a rien qui change, mais nous, on ne changera pas non plus. On va être toujours là en train de marquer le pas en place. Mais s'il faut qu'on avance, il faut absolument qu'on change. Il y a quelque chose qu'on doit changer. Est-ce que c'est le don d'éducation qu'il faut changer? Est-ce que c'est l'éducation financière qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe chez nous, dans la communauté, pour être capable de nous valoriser, pour cesser de dire qu'on ne nous aime pas parce qu'on est telle couleur, on est noir. C'est pas tout à fait vrai. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si un policier vous arrête, par exemple, sur la route parce que vous voulez sortir une BMW 75, 80 000 $. Vous êtes noir. Vous savez pourquoi? Parce que les statistiques disent notre communauté, là, voici la moyenne d'argent qu'on fait. Oui, mais les policiers sont sots, ils ne savent pas ça. Non. Non, parce qu'il y a une moyenne d'argent qu'on fait. Il y a une moyenne. On regarde la moyenne d'argent qu'on gagne. La moyenne d'argent que cette communauté gagne, ne donne pas la possibilité de rouler une voiture de 80 à 100 000 $. Au même moment, il y a un petit Chinois qui vient de passer là, la même voiture que vous. On va l'arrêter? Non. Pourquoi? Sa moyenne d'argent est double ou bien triple de ce que la moyenne d'argent de votre communauté fait. Tu penses qu'ils calculent ça pour de vrai? Ah. Non, les policiers sont trop sots pour ça. Non, mais C'est bon. pas eux qui font ça. Ah, il y a Non, c'est pas eux qui font quelqu'un. ça. Il y a quelqu'un dans leur département. Non, c'est pas eux qui font ça, mais il y a les statistiques, mon ami. Ok. Il y a les statistiques. C'est pas eux qui font ça, il y a des statistiques. Qu'est-ce que tu dis, policiers? C'est pas vrai, non, vous êtes pas sots. Ah! Je veux que la bise nous écoute. Oh, shit! Non, c'est pas. Il y a des statistiques. Il y a des statistiques là, qui disent que cette communauté-là, voici la moyenne. La moyenne. Ils ont toutes les moyennes. Fait que là, ils sont obligés de calculer qu'on fait quelque chose à l'extérieur de. Ils ont toutes les moyennes. La moyenne d'enfants que vous faites, la moyenne d'argent que vous gagnez, la moyenne. Ils ont toutes les moyennes. Il y a une statistique. Le Statistique Canada est là pour ça. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir du respect, ben, faites des sports pour gagner beaucoup d'argent, mes amis. Messieurs, mettez de l'argent dans la poche, nous. Dégagez-nous, elle fait comme. Cash! Fais un pile cob, et puis nous commençons à faire un pile cob, communauté pas respecter, parce qu'on va dire, cette communauté-là, maintenant, là, on va cesser de l'emmerder parce qu'il fait de l'argent. Si vous le voyez sur une Range Rover là, laissez-la tranquille là. Vous la voyez là sur une Rolls-Royce, le bal vague, parce que la communauté maintenant fait de l'argent. Comprenez? C'est vrai. C'est pas, il faut comme cesser de blâmer les policiers parce qu'on vous arrête parce que vous êtes sur vous voulez sortir, vous êtes passé à Canberg, vous sortez une voiture. Moi, j'ai sorti une voiture BM, je suis un gars de BM, j'ai passé cette BMW. J'ai sorti une BMW chez Canberg. Je suis de pas de vous parler de moi là. J'habite à Saint-Léonard. J'arrive sur Vio. Une policière m'a arrêté. J'ai sorti la voiture, ça fait une semaine. Monsieur, votre vitre est trop noire. Madame, j'ai sorti la voiture, ça fait une semaine. Monsieur, votre vitre est trop noire. Madame, c'est pas moi qui fais la vitre là. La compagnie m'a donné ça comme ça. J'ai sorti ça de Canberg. Oui, on voit que votre voiture est neuve, monsieur. Vous voyez ça? Est-ce que, pendant qu'elle est en train de me dire ça, mais il y a quelqu'un d'une autre communauté là, qui a passé à côté de moi une voiture avec sa vitre aussi noire, et même plus noire que la mienne, on ne l'a pas arrêté. Ça, c'est pas ça, c'est du vécu là. Moi, je l'ai vécu.
Un black dans une machine avec des vitres teintées Donc, black. c'est une question de Tout black! va mettre de l'argent dans vos poches, messieurs. C'est pas que soit que les gens ils sont racistes ou bien non. Vous avez une statistique qui dit que vous êtes une communauté pauvre. Il y a certaines voitures que vous ne devriez pas être capable de rouler. Si vous voulez cette voiture, on devrait être capable de checker pour voir est-ce que vous faites pas quelque chose un petit peu. Exactement, qu'est-ce qu'il faut pas attendre. Ouais. Parce que si on commence là-dedans, on va plus en finir. Non, on va plus en finir. Et donc, c'est où est-ce que nos auditrices peuvent vous trouver? Où on trouve Nicolas Dugrand sur les réseaux sociaux? Je suis à mon bureau presque chaque jour, au 4900 Chantalon Ouest, bureau 200, tout près de Métonamur. OK. Et sur les réseaux? Et j'ai un site internet, j'ai mon technicien là qui fait mon site internet. Il est là, comment il s'appelle le site là? Mon technicien, il est là. Donc, c'est Berne qui fait mon site internet. Ça s'appelle maximumfinance.com. Donc, j'ai dit maximum avec 2X. Parce qu'à maximum, nous doublons nos efforts pour que tout le monde gagne. Let's go! Maximum. Let's go! Nicolas, merci d'être venu encore. Merci. Ce fut un plaisir. D'accord. J'espère que cet épisode-là va être écouté par plusieurs et vont comprendre. Faut connaître. Je veux vous voir venir commenter là. Toujours là pour venir blast que c'est d'autres conneries. Puis yo, non, venez commenter là. Sérieux. Ils vont pas commettre là. Anyways, merci encore une fois. Ça a été un plaisir pour moi. Exact. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et notre superbe invité, Monsieur Nicolas Dugrand. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Let's go!